Et salut tout le monde, c'est parti pour À la table des métadarons avec Lloyd Cherry. Mais avant de présenter notre invité, je vais demander des nouvelles de mes deux compères, les habitués qui sont là. Ultra Chili et The Poulpe. Alors comment allez-vous messieurs? Allez, pour changer The Poulpe, allez, à toi la parole. Bah, les vacances, donc ça peut que aller, hein. Mais toujours un peu malade, mais bon, ça change pas, hein. Je suis plus souvent malade que en forme. Mais sinon, ça va. Et toi, Ultra, du coup? Alors déjà, il y a un truc qui va pas, c'est cette mauvaise foi, mais phénoménale dans le chat où tu dis: «Petit souci technique pour Ultra» et on a l'impression que c'est moi qui retire des trucs alors que c'est Gian qui est parti chercher du saké. Faut pas le dire, on est sur Twitch, hein. Alors oui, j'ai eu pas du saké, de la limonade japonaise. Ouais, C'est ça. Alors oui, j'ai eu un souci technique, mais qui n'a absolument pas parce que là, impacté qui n'a rien impacté du tout. c'est vrai. Voilà. Juste nos oreilles, c'est à Ça nous. ouais, après ça va, il y a pire, hein, c'était, Wet Leg. C'est pas la Pardon. meilleure, mais c'était voilà. Et sinon, ça va très bien parce que j'ai eu l'occasion ce week-end de revisiter ma ville préférée, qui est la ville de Lille. Et Cool. ouais, voilà, et c'était cool. Après, je me suis réveillé le lendemain, enfin au soir, et j'ai vu les résultats des élections. Je me suis dit: «Ah, ça Ça fait mal au ventre. ça me baisse un petit peu le moral», mais sinon ça va quand même, finalement. Et Super. toi, Jérém, comment tu vas? Bah tranquille, hein. Je rappelle que j'étais avec toi à Lille. C'est vrai. Et c'est vrai que c'était un chouette week-end. Bah écoutez, On voilà. demande pas à notre invité comment il va? Bah justement, j'allais y venir, j'allais y venir, parce qu'on parle, mais on a quelqu'un, on a un invité de classe mondiale, j'ai envie de dire, ici. Donc voilà, c'est Lloyd Cherry. Bah, salut Lloyd, c'est un honneur de t'avoir ici. Et bah, je te laisse éventuellement te présenter pour les gens qui peut-être ne te connaîtraient pas, ça peut arriver. Donc voilà, je te... C'est évidemment que ça arrive. Bah, déjà, merci beaucoup hein, pour l'invitation, Merci à Jérém, toi. Ultra Chili et The Poulpe. Donc moi, c'est Lloyd, je suis journaliste. J'écris principalement pour le journal Le Point, en médias, en pop culture, et aussi en high-tech. Et j'anime un podcast qui s'appelle C'est plus que de la SF. Je suis spécialisé dans les littératures de l'imaginaire et plus principalement dans la science-fiction. Donc, je parle toutes les semaines de la SF à travers le podcast. Ça peut être des jeux vidéo, des films, des romans. À chaque fois, c'est une interview avec un auteur, un spécialiste, un universitaire, un réalisateur, bref, ça. Et les plaisirs sont variés. Et en parallèle, je dirige des beaux livres. Et j'ai eu le plaisir de pouvoir diriger le MOOC Dune, qui s'est transformé pour la version collector en tout sur Dune. Donc j'ai eu l'occasion de travailler sur Dune pendant un an et demi. Et c'était une belle histoire, mais je pense qu'on y reviendra. Ouais. Bah écoutez, avant d'aller plus loin dans cette interview, enfin de démarrer vraiment l'interview, j'ai une petite surprise, voilà, pour les gens qui nous regardent. Et Alors, Jérém, je te coupe ouais, tout de suite. qu'y a-t-il? Écran noir, en fait, Ah sur non, le écran noir. Alors attendez, tac, C'est voilà, ça, c'est bon. Voilà, il s'est rien passé. voilà. Voilà, tout. Il s'est rien passé, on C'est a les rien vu. Harkonnen, c'est les Harkonnen qui ont encore frappé. Exactement, C'est exactement. ça. Exactement. C'est fait attaquer. Voilà. Donc alors tout va bien. Donc tu nous disais, tu as une surprise. J'ai une petite surprise. Mais j'aimerais teaser, mais je vais même pas le faire. En fait, je vais passer directement à la surprise, en fait. Donc voilà, Sinon, c'est moins surprenant. voilà. Je vais couper les micros, je vous laisse apprécier ça au niveau du son. Voilà. Cool. Je suis tous. When united behind a common goal, there is nothing we cannot achieve. For All Mankind par Ronald D. Moore, le créateur de Battlestar Galactica, et C'est c'est ça. génial. Ouais. Moi, j'en parle régulièrement dans cette émission, au moins que ce soit dans le podcast, le Samurai Pizza Cast ou dans les émissions de l'actu Métadaron. Voilà, le For All Mankind, comme tu l'as dit, c'est une super série. Donc là, c'est la saison 3 qui est annoncée. Et bah voilà, on a Bozo là qui réagit, qui l'avait d'ailleurs regardé suite à mes recommandations, qui avait du coup bien aimé. Et c'est une super série de SF, une uchronie, enfin voilà. Après, je vais pas en reparler encore et encore, quoi. Hein. Je l'ai bien, je l'ai beaucoup fait dans cette émission. Mais ouais, c'est vraiment top.
Et ceux qui l'ont pas encore vu, vraiment, regardez ça. Si vous aimez la SF, il faut pas passer à côté, quoi. C'est vraiment une top série, quoi. Ouais, Euh, ça justifie l'abonnement Apple, ouais. ouais, Mm. je pense que ouais, rien qu'avec cette série, ouais, ça peut le justifier, effectivement. Bah, je pense qu'on va commencer. Bah, Lloyd, on va revenir sur toi, sur ta carrière. Donc, actuellement, tu es journaliste chez lepoint.fr, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, je suis ce qu'on appelle un pigiste. Donc je suis journaliste freelance. Et j'ai commencé en tant que freelance en fait il y a bientôt 6 ans pour le Point. Et c'est le journal qui m'a formé. J'ai pu faire des hors-séries. Là, je suis moins présent, mais sinon j'écris principalement sur les jeux vidéo et la pop culture dans son ensemble. Donc du coup, en ce moment, j'ai moins enfin, j'écris un peu moins, mais le plaisir est toujours là. Et je participe à pas mal d'événements qu'organise le Point à travers des festivals et des conférences, puisque une bonne partie de mon travail consiste aussi à faire beaucoup de masterclass, de rencontres, que ce soit dans les festivals, dans les écoles, enfin bref, c'est assez varié. Ok. Et mais du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours, justement? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? Comment t'en es venu là, en En fait? fait, je suis arrivé là un peu par hasard. Moi, j'ai fait une licence, un master de cinéma audiovisuel. À ce moment-là, j'ai découvert la radio. Donc là, j'étais à l'université de Paris 3, à la Sorbonne Nouvelle. Et du coup, la radio m'a tellement plu que donc j'ai monté mon premier podcast à l'époque, qui s'appelait Network, qui est un podcast sur les médias, donc qui invitait des journalistes à décrypter les médias. Et en parallèle, j'ai lancé, enfin c'est là où j'ai fait un master en alternance en journalisme. J'ai quasiment tout fait en radio. J'ai été à France Inter, où j'ai été formé par Daniel Morin, l'humoriste, donc, qui a été le premier à me donner de l'antenne sur France Inter. J'étais le seul stagiaire de tout France Inter à avoir une chronique Bravo. hebdomadaire. Et puis après, je suis allé m'encanailler en France Bleu. Je suis allé à France Bleu Saint-Étienne-Loire, où j'ai fait 2 mois de reportage. C'était génial. J'ai découvert l'amour pour le club de football de Saint-Étienne, qui a une aussi belle histoire que le club de football de l'OM, hein, C'est vrai. que je sais que vous connaissez un petit peu, les garçons. Et à partir de là, j'ai commencé à piger parce que j'avais besoin d'argent. Donc j'ai commencé à écrire pour le Bondi Blog au tout début. Et après, je suis rentré grâce à une amie au Point. Et là, ils m'ont vraiment formé. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Au début, moi, je pensais pas du tout faire de l'écrit. En tant qu'ancien dyslexique et dysorthographique, j'avais un rapport très compliqué avec l'écriture. Et du coup, il y avait une telle envie de réussir à écrire des articles, à m'en sortir, qu'en fait, j'ai vraiment dépassé ce truc-là. Et j'ai pris beaucoup de plaisir et je prends beaucoup de plaisir à écrire. Donc ça a commencé comme ça. Et puis en fait, la radio me manquait. Moi, au début, je voulais être journaliste radio. Je voulais pas forcément être journaliste de presse écrite. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, il n'y a pas de podcast sur la SF. J'ai commencé à me spécialiser pour le Point sur les littératures de l'imaginaire et la SF en 2017. Donc je me suis dit, bah c'était le moment et l'occasion de lancer ce podcast-là. Donc j'ai commencé en mars 2020 avec 2 invités qui étaient Alain Damasio Mm. et Yukito Kishiro, le créateur de De Gum. Gum, ouais. Il était excellent, Voilà. Et puis ce après, numéro. Mm. bah, merci, c'était le début. Au début, je voulais faire du podcast très court. Je pensais faire du 25 minutes. J'étais dans quelque chose de partir sur du court. Mm, mm. C'est possible de faire du Et podcast court? C'est clair. voilà, c'était possible au début. Les 10 premiers épisodes, c'est du 25-30 minutes. Et puis après, ça a pris heureusement tout de suite au niveau du podcast et j'ai eu des articles de presse et j'ai eu assez rapidement une fan base. Et en fait, du coup, les gens voulaient plus de temps et moi j'étais frustré parce que j'avais des fois des super spécialistes. Et c'est vrai que tu te dis, putain, ça fait mal au cœur quoi, de couper 40 minutes qui peuvent être hyper intéressantes. Ouais. Donc j'ai décidé de changer de format et d'aller sur un format qui va de 30 minutes à 1 heure et demie, 2 heures, ça dépend après évidemment. Mais là, on est sur une moyenne d'1 heure plutôt. Ouais. En ce moment, je suis plutôt sur une moyenne de 60 minutes. Et c'est plutôt chouette. Après, évidemment, ça dépend des invités et de ce qu'on a à dire. Bah, comme tu l'as dit, t'as réussi quand même à frapper fort dès le début parce que, comme tu l'as dit, Yukito Kishiro, donc le créateur de Gum, c'est pas rien déjà pour des fans de SF ou de manga. Je crois que tu avais aussi fait une émission, je ne sais plus tout en tête, mais il me semble, il y avait une sur Tron que tu avais fait
dans tes 10 premiers numéros, je sais plus exactement laquelle. Ouais, tout à fait. Une spéciale aussi sur Interstellar, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ouais, Enfin, t'as c'est ça, fait c'est quelques vrai. émissions sympas avec des très bons invités en plus à chaque fois, des bons intervenants. Mais toutes les émissions, je les ai pas toutes en tête, mais toutes dès le début, c'était très bien quoi. Donc, enfin, moi je sais qu'en tout cas, pour ma part, c'est ce qui m'a permis d'accrocher de suite et d'écouter voilà, pas mal de numéros. Bah, c'est vrai qu'en fait, moi, dans ma stratégie, ouais, je vais utiliser des mots qui sont très marketeurs, hein, voilà, la Oui, com, la stratégie, tout bien ça. sûr, Il fallait comme tu dis, il fallait frapper fort. Il fallait aussi donner envie aux gens. bien sûr. Moi, j'ai commencé hyper naïvement dans le podcast, hein. Je me suis dit, bon, je pense que ça va marcher. Plein de gens pensaient, enfin, en plus, j'avais proposé ce concept-là à plusieurs médias, dont Le Point, et qui n'en avaient pas voulu. Je me suis dit, bah super, les gens n'en veulent pas, donc ça va marcher. Voilà, ça, c'est un peu cette histoire, hein, de projets qui ne se font jamais parce que voilà, personne n'en veut, et puis le jour où la personne le lance, ça marche. Ouais, Et du coup, je me suis lancé là-dedans. L'idée, et en fait, et de construire ça comme, enfin, c'est de mêler le podcast premium, donc avec une qualité d'enregistrement, tout en étant dans du podcast, on va dire, accessible. Et en fait, ça joue beaucoup sur les angles, donc évidemment relié à l'actualité, relié aussi au classique, et puis les invités. Et du coup, moi, comme c'est une interview, euh, l'objectif est vraiment d'avoir à chaque fois un spécialiste ou une spécialiste pour que la personne, quand elle écoute le podcast, elle apprend des choses. bien sûr. Et du coup, il y avait vraiment cette envie, c'est ce que j'avais, moi, quand j'ai été formé à Radio France, c'était un peu ça, cette rigueur, quoi. Une rigueur d'un peu avoir du service public dans cette qualité-là. Et du coup, le podcast maintenant génère à peu près 800 000 écoutes cumulées, donc ça existe depuis 2 ans. En moyenne, ça va de 15 000 auditeurs uniques par mois, et les émissions sont écoutées à peu près 5 000 fois. J'en suis à 113 épisodes, et je vais lancer je vais décliner le podcast aussi. Là, je fais SF et je vais aussi faire fantasy. Donc sûrement, c'est plus que de la fantasy à la rentrée. Oui, D'accord. Donc voilà, je suis en train Cool. de décliner. J'ai un site internet qui est assez premium où je suis très fier de ce site-là. Voilà, c'était la première fois où j'ai dépensé de l'argent entre guillemets pour ce projet-là. Ça a été dans l'achat d'un micro, et puis après, un an après, dans la création d'un site internet. T'as fait une Ce qui refonte me du logo permettait. aussi, j'ai vu en même temps, il me semble. Ouais, j'ai tout Ouais, fait, t'as ouais, tout ouais, refait, ouais. ouais, j'avais vu ça. C'est ça. Et là, je pense que l'étape prochaine, ça va être de prendre quelqu'un pour retravailler l'habillage sonore. Mhm. Et encore, on va dire, encore plus gagner en professionnalisme, ouais. Ouais, c'est cool. Et du coup, tout ça, tu t'es autoproduit pour ce projet-là de C'est plus que de la SF ou je sais pas, Alors, t'as ouais, des besoins de alors, prod il et y a quelque eu deux chose? choses. Il y a eu, donc moi, je suis produit par ActuSF, Hmm. donc il y a un média et aussi un éditeur. Du coup, on travaille ensemble vraiment sur C'est plus que de la SF. Donc lui m'a permis, en fait, il me paye pour faire des émissions. Et puis après, on vend aussi du sponsoring. Le podcast, moi j'en vis, hein, du podcast, notamment parce que je vends des podcasts aux éditeurs. Donc en fait, les éditeurs achètent des épisodes de podcast. Et donc c'est signifié en tout cas que c'est une émission sponsorisée. Et c'est comme ça que j'en vis. Hmm, hmm, hmm. Du coup, assez rapidement, comme j'étais le seul en fait dessus, beaucoup d'éditeurs ont fait appel à nous. Et du coup, c'est vrai qu'on c'est plutôt une affaire qui marche plutôt pas mal. Et là, pour sûrement le podcast Fantasy, je vais me lancer tout seul parce que j'aurais pas forcément besoin d'avoir quelqu'un qui m'aide financièrement sur ça. Ouais, Je peux gérer seul avec aussi les contacts et avec le réseau, quoi. c'est cool. Alors, juste, Jérém, pour comparer, alors là, il a dit 800 000 écoutes, sur ce podcast qui a à peu près 2 ans. Nous, ça fait à peu près 2 ans aussi qu'on s'est lancé. Tu peux nous donner les chiffres? Ouais, je te laisse faire la moyenne. On a à peu près 16 numéros, c'est ça, du Ouais, podcast. On est sur c'est- une moyenne, on va dire, de 100. Il y en a 100, il y en a 200, mais allez, voilà, par allez, une numéro, quoi. centaine. Ouais, Voilà, donc ça fait 1600 écoutes. c'est ça. Ouais! Bah, c'est juste Ouais, 500 fois moins, c'est pas mal. Après, en fait, il y a eu un truc assez simple, enfin, qui explique pourquoi ça a pris. Ça veut dire que on est dans l'ère de l'incarnation. Donc, il a fallu incarner quelque chose assez rapidement sur les réseaux sociaux et puis aussi avec les médias. Donc, être un peu entre guillemets, hein, le monsieur SF mainstream. Hmm. Et puis ensuite, le fait d'avoir une interview, donc ça veut dire que vous invitez des gens qui ont aussi leur communauté,
à venir parler. Du coup, bah, c'est plus facile pour être visible. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le MOOC Dune et je l'ai labellisé sous le même label en fait. Hein. C'est Ouais. plus que de l'ASF. C'est aussi un podcast, c'est aussi des beaux livres. Le MOOC Dune, on en a vendu en tout 22 000 exemplaires. Donc ça a été un gros succès. Donc voilà, tout ça fait qu'en fait, on est dans une. Moi, l'idée a été de. Et là, je réfléchis à faire des vidéos YouTube, mais l'idée, si vous voulez, à chaque fois, était de relier, de faire une synergie et, euh, et de relier et de proposer des choses pour tous les goûts, avec à chaque fois cette volonté d'ultra premium, quoi. Donc, le podcast, c'est une interview, le MOOC, enfin, c'est une analyse avec 100 contributeurs sur, voilà, un classique de l'ASF. Les vidéos, ce sera autre chose. Ouais, et l'idée, à chaque fois, de proposer quelque chose de différent aux gens pour qu'ils puissent s'y retrouver assez facilement. Donc, mais ce qui a aidé, c'est que j'étais le premier vraiment anglais aussi à dire c'est de la SF. Hmm. Hmm. Donc ça a Alors, vraiment fait la différence aussi. tu as évoqué le MOOC Dune, hein, donc pour ceux qui nous regardent, ils vont voir l'affiche, la couverture du bouquin apparaître. Ça, c'est un projet, on va en parler longuement, hein, D'accord. voilà, et on a aussi The Poulpe qui a montré son exemplaire, bien sûr. Et Ah, trop bien. Je l'ai acheté 3 fois quand même, hein, je tiens à le dire. Une fois pour moi déjà en premier. Et ensuite, je l'ai offert à 2 anniversaires différents. Donc, c'était Trop le bien. cadeau parfait, quoi. Voilà, le cadeau parfait. alors, Trop bien. Alors, j'ai juste une question, je vois ouais, sur le chat ouais, de Lily Bah, Bellungen. c'est Merci oui, ça. t'as pour la posé, question. ouais. Alors la question, tu es multicasquette, comment fais-tu pour jongler entre tous ces projets? En fait, c'est assez simple, moi j'en vis, hein, donc du coup il y a une motivation Hmm, supplémentaire, on va dire, à, forcément. à jongler avec tous ces projets. Moi je fais ça à temps plein. Donc ça c'est un vrai choix aussi que je m'étais fixé, c'était de pouvoir faire ça à temps plein. Et c'était déjà arrivé avec le journalisme. Quand je me suis lancé, je m'étais dit, je ne peux pas avoir de boulot à côté. Même si je vais galérer, je vais prendre le temps d'écrire à 100%. Et donc, c'est pareil avec le podcast, c'est de dire, bah, je le fais à 100%. Et en même temps, bon, j'ai du temps. Hein, là, pour l'instant, je fais un podcast par semaine. Donc, ça me permet de faire autre chose, évidemment, à côté. Bien sûr. Et en fait, le fait de gérer des podcasts, plus gérer des ouvrages collectifs et des conférences et compagnie, tout ça est finalement assez jouable. La complexité, peut-être, c'est que je travaille de chez moi principalement. Donc, en fait, bah, le perso et le pro se mélangent très naturellement. Et là, je commence à réfléchir à pourquoi pas prendre un bureau pour créer une séparation, parce que sinon, vous vous levez, vous pensez boulot, vous C'est couchez, vous ça. pensez boulot. Vous n'êtes que dans le travail. Hmm, hmm. Donc, c'était hyper important d'être comme ça pendant les 2 premières années. Après, que ce soit dans votre vie perso ou même voilà, pour votre santé mentale, c'est bien aussi de faire des coupures. Mais principalement, je fais que ça. Je travaille le week-end. Et enfin, c'est un plaisir aussi. Hein. Donc, le fait de ne pas avoir d'enfant permet aussi de pas mal de choses pour l'instant. Donc, du coup, évidemment, je peux faire ça à 100% et sans trop me poser de questions. Et ça a Ouais, été c'était un vrai choix et j'ai aussi beaucoup de chance. Hein. J'ai la chance de pouvoir en vivre. Ouais. bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le chat? J'en vois pas. Pour l'instant, c'est un petit peu. C'est pas très vivant sur le chat. J'ai C'est l'impression que vrai, tout c'est le monde vrai. est impressionné. Bon, Ouais, Non, bon, faut pas arrêter. Hein. on a 8 spectateurs déjà. Si le compteur ne déconne pas. Mais ouais, ouais. Allez-y, hein, posez des questions, réagissez, hein, si vous avez des choses à dire, faut pas hésiter. C'est une émission qui est interactive, hein, faut pas l'oublier, donc n'hésitez Ouais. pas. Je crois que The Poulpe voulait te parler peut-être du point pop. Il avait des questions par rapport à ça. Je sais pas. Euh, non, effectivement, c'était un peu. Ben, déjà, pareil, c'est par ActuSF que j'ai connu le podcast. Moi. Après, Jérém est venu me remettre une couche derrière. Mais du coup, oui, sur le point pop, en fait, comment ça fonctionne? Parce que du coup, j'ai vu qu'il y avait plusieurs contributeurs. Et du coup, est-ce qu'il y a une équipe qui est dédiée à ça que sur le point pop avec un espèce de chef de la rédac ou autre? Ou est-ce que vraiment c'est au cas par cas, dire, bah, tiens, j'ai un sujet qui m'intéresse, je propose. Voilà, comment ça fonctionne en fait? Alors, c'est assez simple. Il y a deux rédacteurs en chef. Il y a Falène de la Valette et Philippe Gage qui a un super podcast qui s'appelle Ciné Crash. Falène, c'est elle qui a créé le point pop. Donc, au début, c'était une petite équipe. Il y avait 3 permanents, donc 3 CDIsés, et il y avait plusieurs pigistes. Dans mon souvenir, au maximum, on a été 3, 4 pigistes.
Ça a pas mal changé avec les années puisque ça a un peu bougé au niveau des équipes. Donc là, c'est toujours la même chose. Ça veut dire que les pigistes peuvent proposer des papiers. Après, c'est toujours là. Pour y rentrer, c'est toujours compliqué. Ça veut dire que moi, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir un pied dans la porte et de pouvoir y rentrer et surtout de tenir sur la durée. Voilà, ce qui n'est pas forcément évident quand tu es journaliste freelance, hein. Donc du coup, ça se passe comme ça. Moi, si j'ai envie de faire un sujet, je vais contacter mon red chef, je vais lui proposer un angle avec une interview, un décryptage ou autre. Je lui envoie le papier, il corrige, on se met d'accord. Voilà, ça se passe assez facilement. Après, il y a peu d'expositions, ça veut dire que le point pop, je crois, il y a un papier par jour. Donc du coup, ça fait 7 papiers dans la semaine, donc ça ne vous permet pas non plus. Il y a pas, enfin, il y a une demande, mais la demande, elle est limitée. Moi, il y a une époque dans le point pop, il y avait 4 articles par jour. Moi, j'ai connu cette époque-là où on pissait de la copie, quoi. Donc c'est vrai que ça a évidemment évolué puisque bah, forcément les audiences ont aussi bougé. Et puis à un moment donné, le point pop, faisait partie d'une vraie stratégie globale aussi du point pour rajeunir son audience. Ça l'est un peu moins maintenant. Donc c'est vrai qu'il y a eu aussi beaucoup de choses qui se sont passées avec des évolutions, hein, dans une rédaction. Il peut se passer mille et une choses en l'espace d'un an. Donc, ça bouge pas mal. Donc voilà comment ça fonctionne en fait. Ok. Ah, je crois que tu as une nouvelle question là, dans le chat. Est-ce que la reconnaissance de tes pairs est importante ou ta satisfaction personnelle te suffit? C'est une super question. Bah, moi, il y a eu un enjeu d'exister, hein. Pour être tout à fait honnête, il fallait. En fait, c'est tellement dur comme métier. Enfin, moi, pour être honnête avec vous, quand j'ai commencé, je gagnais entre 300 et 500 euros par mois. Ça a été ça pendant un an et demi. Je vivais chez mon père à ce moment-là. Et du coup, vous avez 28 ans, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a eu une envie de prouver que c'était possible. Bien sûr. Déjà moi-même, déjà aux autres. Au niveau, quand je regarde mes amis du collège-lycée, ou même mes amis de la fac, je suis un des rares à avoir réussi à faire ce que je voulais, enfin, jusqu'au bout et d'être allé aussi loin comme Hmm, ça. Donc du coup, c'est vrai qu'il fallait une reconnaissance et c'est arrivé avec le MOOC d'une et tout sur d'une, où j'ai une reconnaissance critique bien sûr. assez indéniable, où j'ai eu 25 articles de presse et puis évidemment 22 000 exemplaires vendus, Hmm, ça vous prouvez quoi. Donc ça a été hyper important d'avoir cette reconnaissance-là. Maintenant, je suis reconnu et respecté par mes pairs journalistes déjà pour ce travail-là. mhm, Et du coup, ça va beaucoup mieux maintenant. Mais je pense que enfin, moi, c'est ce que je dis je donne des cours à des étudiants, hein, de licence 1 et moi, je donne des conseils aux jeunes femmes. Je leur dis, arrêtez de vous dénigrer parce que vous êtes des championnes du monde du dénigrement. Et aux jeunes hommes, je leur dis de se prouver, de prouver que c'est possible, de se prouver à soi-même que c'est possible, notamment par des projets comme ça. bien sûr. Parce qu'en fait, vous le savez bien, mais inconsciemment, il faut tuer le père, hein, entre guillemets, d'un point de vue symbolique, mais surtout, en fait, on est vraiment jugé dans notre société par ce qu'on incarne, Ouais, aussi par qu'est-ce qu'on fait. Et donc, le fait d'avoir un vrai succès a fait que, en termes d'ego, ça allait beaucoup mieux. bien Tout de sûr. suite, il y a eu une espèce de relâchement, de se dire, voilà, j'ai galéré pendant 12 ans, et ça a porté ses fruits, la galère, et c'est important d'être dans la galère parce que ça permet aussi de se battre et de développer une niaque que n'ont Hmm, pas, peut-être pas les gens qui n'ont jamais galéré de leur vie, et qui ont eu d'autres, peut-être, pas eu cette chance-là, entre guillemets. Et du coup, c'est vrai qu'à un moment donné, vous relâchez, vous vous dites super, c'est fait. Maintenant, c'est quoi le prochain défi? oui, voilà, Mm. ça apprend à devenir tenace, on va dire, quoi, les galères dans la vie, quoi. Ouais, bah Voilà, heureusement, hein. Enfin, moi, je suis très reconnaissant vis-à-vis des difficultés que j'ai dû vivre. bien Ça sûr. change. En fait, si on commence à avoir ce genre d'attitude, vous changez totalement de prisme. C'est-à-dire que ce que vous vivez, euh, les difficultés, c'est un peu comme quand vous êtes dans une machine à vapeur, c'est du charbon, quoi. Donc, si vous avez une mentalité à vouloir à avoir la niaque et d'être tenace, avoir des difficultés, c'est génial. C'est ça. Parce que ça vous pousse. Mais encore faut-il avoir un entourage qui pense aussi comme ça, qui vous encourage comme ça, d'être avec des amis qui sont aussi comme ça. Voilà, Oui, tout ça aussi, ça se construit. Et en même temps, sur la reconnaissance, vous avez après l'autre biais, et qui est tout à fait normal, c'est la jalousie, c'est les critiques. Moi, j'ai aussi connu les deux aspects, quoi. Quand je suis arrivé dans ce métier,
j'étais le petit prince de la fantasy et de la SF, parce qu'aucun journaliste, on n'était pas beaucoup à en parler. En fait, il y a 4 journalistes qui parlent de la science-fiction et de la fantasy en France. Et c'est vrai que quand il y a un nouveau venu, il a accueilli avec plaisir par tous les éditeurs. Et puis après, donc vous êtes commentateur. Et après, vous passez à acteur. Voilà, vous créez votre projet, vous pensez que c'est possible. Vous cassez le game, quoi, un petit peu. Vous avez un succès. Et puis, évidemment, c'est plus du tout le même. Les gens n'ont pas la même attitude après. Bien sûr, Donc, il y a les haters qui font leur apparition, quoi. oui, et puis en fait, on se révèle. Enfin, les gens se révèlent. C'est-à-dire qu'en France, il y a tout un problème avec le succès. Enfin, vous connaissez bien Alain Ouais. Damasio. Moi, j'ai vu la différence avec. Après, les furtifs, c'est délirant. Enfin, avant, Alain, il était, on va dire. Enfin, personne ne le critiquait publiquement. Depuis le succès des furtifs et surtout aussi depuis l'ultra-médiatisation qu'il a aussi connue. Du coup, moi, je vois des threads, je vois des tweets, je vois des sites qui le démontent régulièrement. Et c'était pareil avant pour Bernard Werber. Bon, bref, on peut trouver, enfin, en fait, en France, en tout cas, on a un rapport très biaisé avec on Et le correspond, succès, ouais. enfin, avec le succès. Mm. Et en fait, les gens pensent que c'est pas, soit ça se mérite pas, soit vous l'avez volé, soit c'est louche. Alors qu'en fait, bon, c'est juste, enfin, c'est principalement du travail. Ouais, C'est Ouais. c'est de la chance aussi, hein, évidemment. bien Ça, sûr. ça se provoque la chance, mais un succès n'est jamais là par hasard. Bien sûr. Voilà. Après, ce qui est important, c'est d'avoir le succès modeste, parce que justement, si les gens commencent à sentir que vous êtes dans un rapport de force, que vous avez de l'ego, que tout ça, bon, c'est compliqué, mais après, ça s'apprend. Enfin, moi, je vois, je suis passé par toutes les phases avec ce projet de MOOC Dune. Donc, il y a des fois, j'ai été maladroit. Vous vous rendez pas compte, parce qu'en fait, soit des fois, il y a un jour, vous êtes fatigué, soit les gens, ils vont vous reprendre. Vous dites la parole en l'air de trop, machin. Vous allez être repris par les gens, vous dites putain, merde, j'ai déconné. Donc bon, c'est une école à ce niveau-là de se remettre en question surtout. Bien sûr. Mm. Ouais, Alors, vas-y, Ultra, vas-y. ouais, je suis un peu emmerdé parce que les quelques questions que j'avais, tu y as répondu avant même que j'ai pu les poser parce que tu donnes énormément d'informations super intéressantes sur ton parcours. Du coup, il y en a une autre qui m'est venue, c'est quand tu étais en galère au début, quand ça marchait pas trop, est-ce qu'il y a un moment donné où tu t'es dit, déjà, est-ce que tu avais le soutien de ta famille? J'ai cru comprendre que oui, de tes proches, voilà. Mais est-ce qu'il y a un moment donné où tu t'es dit: «Bon, là, si jamais à cette étape-là, ça marche pas, j'arrête»? Non, en fait, ce qui s'est passé, alors il y a eu plusieurs phases alors, moi, je précisais, heureusement, moi j'ai une spiritualité depuis 18 ans, je suis bouddhiste. Donc, je pratique le bouddhisme depuis 18 ans, je suis né dans une famille bouddhiste. Je pratique un bouddhisme japonais, je récite un mantra quasiment tous les jours quand j'ai pas la flemme. Et globalement, ça m'a permis d'être enfin, dans une vision de la vie et être entouré aussi de gens qui étaient bienveillants et qui poussaient à transformer, transformer les situations. Et ça a été hyper important pour moi et ça m'a vraiment construit en tant qu'être humain. Après, moi, ce qui s'est passé dans ma vie personnelle, c'est un truc assez simple, hein. Moi, j'ai perdu ma maman en 2016. J'avais 26 ans, donc elle est décédée d'un cancer des ovaires, donc c'était un long combat sur la maladie. Et en fait, c'est très simple. J'y ai repensé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Quand il y a eu les funérailles de ma mère, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus. Il y avait 400 personnes. C'était un gros truc que j'avais organisé. On a tous fait un speech, mon père, ma sœur et moi. Et moi, j'ai dit devant 400 personnes et puis devant ma mère aussi finalement que j'allais gagner, quoi. Que je décidais de gagner, mais de gagner pour elle. Donc du coup, à partir de ce moment-là, il y a une vraie décision profonde dans ma vie que la défaite n'était pas possible. Parce qu'il n'y avait pas que moi, en fait. Et c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que quand je suis pas. Et c'est là où j'ai commencé, où ça s'est développé professionnellement. Parce que c'est à ce moment-là, en 2016, donc ma mère décède en 2016, j'entre au point à la fin d'année 2016. Et en fait, c'est à ce moment-là que mes aventures professionnelles commencent. Et j'ai donné toute ma vie à ce niveau-là. Donc, dans mon schéma de pensée, il n'y avait pas d'échec possible. Voilà. Après, je me suis jamais trop posé la question après, depuis ça, tu vois. Il y a eu vraiment surtout de se dire, tu gagnes, mais tu gagnes pas que pour toi. Ouais. Et donc, c'est ça qui était le carburant. Après, et c'est intéressant, donc 6 ans après, qu'est-ce qui reste? Voilà, c'est qu'est-ce qui reste une fois que, entre guillemets, hein,
socialement, je peux avoir l'impression que j'ai réussi. C'est comment se renouveler, c'est comment se dire, bah voilà, comment je vais me relancer et est-ce que j'ai encore envie. Donc ça, il faut entretenir aussi cette chose-là. Par contre, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le fait, comme je te dis, bah, autre que la famille, d'avoir des amis, que ce soit bouddhistes ou des non-bouddhistes, qui ont toujours été dans un truc d'encouragement. Et ça, ça a été hyper important. Et c'est un truc que j'ai bien compris, c'est que quand même, bon, moi, il n'y a pas de hasard dans la vie. Et puis, les gens, c'est aussi des fonctions. C'est-à-dire que vous allez être face à des gens. Moi, j'ai eu des gens qui, pareil, hein, professionnellement, qui m'ont mis des énormes baffes dans la figure, qui m'ont peut-être des fois même humilié. Mais c'est grâce à ces gens-là que ça a été mon moteur et mon essence pour me dire, bah, je vais y arriver. Donc, ça, c'est aussi. Mais moi, je pense comme ça. Hein. Donc, c'est aussi une vision aussi c'est aussi une vision du monde qui permet d'être toujours abattant. Après, la problématique, elle est qu'il faut arriver à se sentir concerné par les autres, Hmm. parce qu'on n'est pas tous égaux. Et ça, c'est un vrai travail. Par exemple, on est dans une époque qui a beaucoup changé. Moi, j'ai été élevé, je pense un peu comme vous, les garçons, dans une époque où, bah, voilà, tu es un homme, tu montres pas trop tes émotions, tu te bats, t'avances, tu vois, tu portes ton truc sur tes épaules et tu dis rien. On a un changement de génération qui est hyper intéressant où les gens vont plus dire quand ils souffrent, vont plus l'exprimer, ils vont s'exprimer, ils vont dire des choses comme ça. Et donc, bah, il faut aussi être capable d'entendre la douleur des uns des autres sans être dans un jugement, quoi. Ou Hmm. des fois, quand vous voyez des gens qui souffrent, bah, vous allez vous dire, hop, vous allez mettre votre porte de sécurité et vous allez dire, ah, ça, c'est pas pour moi. Ou je veux pas être à côté de toi, ou je veux pas. Voilà, les gens qui souffrent, de toute façon, ils dégagent quelque chose. Et du coup, bah, il faut être. Et c'est là où le bouddhisme est intéressant, c'est développer le trésor du cœur, quoi. Ça veut dire que bah, on n'est pas tous égaux, on n'a pas tous les mêmes chances, mais quand même, qu'est-ce qu'on fait pour écouter l'autre et essayer d'encourager les gens réellement? C'est cool. Bah, dans ce que tu dis un peu là, un peu de ce côté un peu force de caractère, se battre dans l'adversité, tout ça, c'est des choses dans lesquelles je me reconnais aussi. Pareil dans mon parcours de vie, petites difficultés Oui, par-ci par-là, et voilà, et, et, faut puiser il y a dans les ressources, quoi. et puis Hmm. il y a un truc qui est très intéressant, c'est qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent vraiment changer. Enfin, moi, Hmm. je fais partie des gens qui pensent vraiment que l'être humain peut changer. Il y a des gens qui peuvent vraiment. Enfin, un exemple tout bête, hein, d'actualité. Quand vous voyez le président ukrainien Zelensky, le type est un humoriste de base. Il devient président de l'Ukraine. Et en ce moment, ça devient l'espèce de nouveau chef de guerre churchillien qui est en train de faire un truc incroyable en termes de communication et en termes même d'incarner la défense nationale de son pays. Mais qui aurait pensé que ce mec-là avait ces capacités-là? Enfin, non, C'est mais ça, c'est vrai, c'est et, et, vrai. et, C'est vrai. et c'est une leçon de vie, quoi. Ça veut dire qu'on ne sait pas de quoi. Des fois, vous pouvez être face à des situations où vous allez vous révéler. C'est ça. Et du coup, ça peut être. C'est pour ça qu'il ne faut pas enterrer les gens, entre guillemets. Hmm, hmm, hmm. Euh, on peut toujours créer de la surprise. Il n'y a pas d'âge pour ça. C'est ça. Bah écoute, si tu veux bien, je pense qu'on va peut-être passer maintenant sur le projet du Mokjun. Alors, comment ce projet en fait a vu le jour? Comment ça t'est venu en fait de faire ça? Alors, moi, j'ai participé à un hors-série au point sur la science-fiction. Hmm. Et du coup, on m'avait. Alors, l'histoire est assez cocasse. Je participais, j'étais un peu frustré parce que j'estimais qu'on n'utilisait pas assez. Et on me propose d'écrire un article sur Dune. Et en fait, c'était de sauver l'article d'un confrère de la rédaction. Il fait un papier nullissime sur Dune et on me laisse 48 heures pour sauver l'article Ah et le, putain, c'est dur ça. et le réécrire. Et à ce moment-là, moi, Dune, j'avais pas relu depuis le collège, parce que moi, j'avais lu Dune à 10 ans, enfin, 12 ans plutôt, 12-13 ans, je l'avais pas relu depuis. Et donc, du coup, je fais mon papier, j'interview Laurent Genefort, donc l'auteur de SF, qui avait fait une thèse sur Dune. J'interview David Meulemans, l'éditeur des Forges de Vulcain. J'interview Anoudar, qui est un Dunien, donc spécialiste de Dune. Je fais mon papier, il sort, il est validé. 80% des articles, enfin, on vire 80% de l'article du journaliste et on garde que le début et la fin. Et mon papier, c'est un 4 pages, quoi. Donc c'est un 15 000 signes, est validé. Et puis, ce qui se passe, le hors-série sort et ce que je vois, c'est que c'est pas mon nom sur l'article. Ah, Et en fait, ma red chef,
une femme que je respecte, que j'adore et qui m'a formé, a pas osé frontalement dire aux journalistes que j'avais tout réécrit. Ah, Et donc, au lieu de mettre les deux noms, du coup, j'avais été payé hein, pour faire mon oui. article comme 4 pages, mais c'était pas mon nom, quoi. Mais Donc, il a je dû vais se vous rendre avouer compte, que non, que c'était pas Nerlin qui Ouais, écrivait. Ouais, c'est- c'était politique, quoi. je pense qu'il l'a C'était un même choix pas lu, politique. pour être tout à fait Ouais. honnête. Mais en fait, du coup, donc je fais la promo d'un article auquel c'est pas mon nom dessus. Mais quand même, à ce moment-là, je me dis, tiens, on est en 2018, il y a le film Dune qui va sortir en 2020, il y a un truc à faire, j'étais hyper intéressé par les MOOC, et voilà, c'était mon carburant, c'était le moment pour la revanche. Et donc je me suis dit, tiens, et si je faisais un MOOC sur Dune? Et donc j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, je vais voir la Talente. On s'entendait bien à ce moment-là, on s'entend toujours bien d'ailleurs, et du coup, ce qui se passe, c'est que ils sont intéressés, ils sont chauds, ils voient que Dune arrive. Ils n'ont jamais fait ce genre de projet, ça les tente. Denis Savine, qui est l'éditeur de La Talente, a absolument envie de faire ça. Et donc on y va et on se dit, il nous faut quelqu'un d'autre pour se lancer parce que ça va coûter cher. On ne sait pas combien ça va nous coûter vraiment. Donc je vais voir Jean-Philippe Mochi des éditions Léa. On s'entend très bien. Et du coup, on décide de faire une coédition, La Talente, Léa et moi. Et en fait, l'idée était vraiment de sortir ça pour le film en 2020. Mais à l'origine de ce projet, c'est ce fameux article que j'ai écrit en galère, un week-end, en 48 heures. Et c'est ce qui a donné plus tard, 2 ans après, un bouquin de 300 pages. C'est Ce fou. qui est éto- Ouf. Mm. ce qui est étonnant, effectivement, parce que moi, je connais bien la Talente parce que ça a été un des premiers éditeurs que j'ai lu, justement, à l'époque du collège, etc. Et j'ai découvert Léa, en fait, sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que, pareil, c'est un tout jeune éditeur, Léa, mais qui a cartonné d'entrée, quoi. Euh, et du coup, c'est étonnant, en fait, cette alliance entre un éditeur historique et un nouvel éditeur sur le marché et du coup, sur un projet où eux, c'était super casse-gueule pour Léa aussi de se lancer dans ce projet-là, alors qu'ils n'avaient pas encore trop de bouteilles en termes de notoriété, entre guillemets, quoi, mais Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce projet, ils ont accepté avant tout parce que c'était moi, quoi. Tout simplement, parce que quand on y repense, hein, c'est vrai que ce genre de projet, euh, c'est un projet qui n'aurait pas dû exister. C'est vrai que la Talente, c'est pas du tout la façon de faire. En plus, ils avaient une expérience négative avec les projets collectifs. Quand ils avaient fait le dictionnaire de la Talente, ils avaient essayé de faire un dictionnaire de SF, ça avait capoté, ils n'avaient pas payé des gens. Il y avait eu, je sais pas, 50 personnes qui étaient dessus. Enfin, ça avait fait un espèce de traumatisme pour la Talente. Et même 10 ans après, on continue à leur parler de ce dictionnaire qui n'était jamais sorti, quoi. Donc, du coup, les livres collectifs, ça faisait un petit peu peur à Mireille, l'éditrice. Jean-Philippe, c'est un journaliste, enfin ancien journaliste, donc on s'entendait très bien en tant que confrères, on se considérait comme des confrères. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient un auteur commun, tous les deux, c'était Steven Erikson, donc, donc celui qui fait le Jardin de la Lune euh, chez Léa, qui est le gros carton, les Malaséens, Chronique des Malaséens. Et donc, ils avaient un auteur commun avec La Talente. Et donc, ils ont dit, pourquoi pas, on y va, quoi. C'est vrai que, euh, c'est vrai que ça s'est fait comme ça. Et en fait, mais pour être honnête, on ne savait pas combien ça allait nous coûter. On ne savait pas combien ça coûterait réellement. Les contrats ont été signés à la fin du projet, une fois que les livres sont sortis. C'est pour vous dire, hein. Donc voilà, on a travaillé vraiment à l'envers sur pas mal d'aspects, mais ça a été génial. Et moi, tout de suite, il y avait cette idée de faire un crowdfunding pour aller chercher de l'argent, parce que en plus, à ce moment-là, c'était un peu, ça l'est toujours, mais c'était la mode des crowdfunding, et on avait besoin de l'argent parce que ça allait coûter très cher. Et donc, j'ai fait mon chemin de fer idéal, et j'ai sélectionné les auteurs avec qui je voulais travailler. Et du coup, ça a été toute une aventure, parce qu'en fait, bah, on sentait que ça allait fonctionner. Dune allait sortir, les premières images arrivaient, et heureusement, il y a eu le confinement. Parce que c'est le Covid qui a permis ce projet-là. Parce que la Talente était vraiment pas sûre. La Talente, je pense qu'ils auraient dit non. Et même, ils l'ont avoué, hein. Mireille a avoué qu'elle aurait dit non parce qu'il y avait trop de risques. Et puis, il y a eu le Covid, et donc les gens avaient du temps pour travailler dessus, et ils se sont lancés là-dessus. Mais c'est vrai que c'est un projet typiquement qui n'aurait pas dû exister parce que c'est des projets qui coûtent. Le MOOC Dune a coûté à peu près 150 000 euros avec la fabrication. Donc, s'il y a presque une centaine de personnes qui a travaillé dessus,
Il y a 45 illustrations inédites. Enfin, bref, c'est un projet qui est hors norme en termes de coûts. Et bon, ça, c'était ma stratégie. C'est-à-dire que l'argent appelant l'argent, les gens, ils voient bien quand ils ouvrent Tout sur Dune ou le MOOC Dune que c'est un Ouais, projet exceptionnel. bien sûr. Et le fait est que ça a fonctionné. Mais c'est vrai qu'on ne Exactement. pensait pas du tout que ça allait coûter tout ça. Ouais. Enfin, Ah, ça au coûte cher les début, on pensait graphistes. naïvement et puis on Exactement. pensait L'illustration, naïvement, on pensait que ça magnifique. allait coûter 50 000 euros, quoi. Ouais, Enfin, vraiment, hein. Ça a coûté x3, quoi. ouais, bien sûr. Mais c'est ouf quand même de se dire qu'à la base, ça part d'une anecdote, enfin d'un article, Que tu as réécrit. qu'ensuite tout était contre la sortie de ce bouquin et que finalement, bah non, en fait, ça sort et ça marche très bien. Ah, mais ça, si tu veux, enfin, alors, moi j'étais persuadé. Et puis, c'est The Way of Life, quoi. Tu vois, Hmm. moi j'ai décidé profondément que ma vie serait comme un film. Donc, bah, c'est une histoire comme dans un film, quoi. C'est-à-dire que Effectivement. personne pense que c'est possible. Et en fait, tu fais le braquage en 2020 et 2021. Mais il y a eu des trucs dingos dessus. On a eu Denis Villeneuve. C'est la première interview internationale. C'est Denis Villeneuve qui nous la donne. On n'est même pas un média. C'est fou, Mais hein. c'est Et on a énorme. l'exclusivité, pendant 8 mois. Pendant 8 mois, il y a pas d'autres journalistes qui interviewent Denis Villeneuve. On était les seuls. Du coup, tu as les fans Énorme. américains qui ont acheté le bouquin, le faire traduire, parce que pour eux, ils voulaient on avait des images exclusives. La Warner a été incroyable. Vraiment, l'équipe de la Warner France, ils nous ont aidés. On a créé des liens, vraiment des liens d'amitié, je pense, avec eux, parce que ça a été une telle aventure d'une. Mais en fait, on a eu plein de choses incroyables. On n'a payé aucune image, quasiment. D'accord. Toutes les images que vous voyez dessus, on ne les a pas payées. Enfin, c'était des concours de circonstances, de la négociation. Vraiment, ça a été une belle histoire. Après, et ça me permet de reprendre un peu une des questions que j'ai vu passer sur As-tu un nouveau projet? C'est que moi, j'aimerais bien en faire des livres comme ça, un tous les 2 ans, Ouais. parce qu'il faut un an pour le faire et puis un an pour se remettre, à peu près. Euh, et puis, en fait, ça coûte cher. Donc, bon, moi, enfin, pareil, hein, le prochain, donc j'espère faire un crowdfunding en mars 2023 sur un nouveau MOOC. Pareil, même ambition, faire 300 pages. Ce sera peut-être un peu plus cher. On l'a pas vendu très cher le premier MOOC. Après, Tout Non, sur Dune était plus dans le c'est. tarif de l'édition Hmm. à 32 euros, mais sinon le premier MOOC c'était 22 euros. Ouais. Et du Ah. coup, voilà, c'était pas très très cher. Donc, je pense qu'on va faire quelque chose de pareil. On fera un crowdfunding parce que bah, c'est très simple, hein, ce genre de projet-là, sans les contributeurs, ne peut pas exister. Ouais. Et c'est ça qui est un peu terrible dans l'édition. Ça veut dire que l'édition, c'est un milieu qui ne prend pas de risque. Donc, ce genre de projet, moi, j'ai rencontré une quinzaine d'éditeurs. Ils m'ont tous dit, venez faire ça chez nous. Quand tu leur dis que ça va leur coûter entre 120 à 150 000 euros, plus personne ne vient, quoi. Enfin, Hmm. les gens vous regardent et vous disent, mais c'est pas possible. Et en fait, tu dis, bah ouais, si, c'est possible, mais ça peut marcher, en fait. Et il y a une telle peur de se lancer face à des projets comme ça que les gens n'osent pas y aller. Donc, du coup, voilà. Donc, oui, j'espère faire un prochain MOOC en 2023 et sûrement, en fonction de. J'attends des nouvelles de la Warner, mais ce sera sûrement Blade Runner. Oh. Oh, putain, d'accord. Magnifique. Voilà, C'est beau. voilà. Voilà. Donc, mais bon, il faut que la Warner valide aussi derrière pour les images. On n'est pas encore sûr à 100%, mais du coup, je, je commence à travailler dessus et ce sera dingo. Hmm. Je pense que ce sera dingo. Le rêve serait d'avoir Denis Villeneuve et Ridley Scott. Bon, ça, je sais pas si j'y arriverai, Ouais. mais en tout cas, il y aura, en tout cas, des gens qui m'ont dit oui. Il y a des énormes stars, rockstars, qui seront présents dans ce bouquin-là. Donc, ça peut être aussi bien que Dune. J'espère faire un truc aussi bien que Dune et peut-être encore plus ambitieux, même si, voilà, bon, beaucoup de choses ont été dites déjà sur Blade Runner, mais on verra. Donc ça fait partie des projets, ouais. Si tu veux l'interview de Dyson Ford, faut pas trader là par contre, hein. Ouais, 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 et c'est pas évident parce que tu sais, on avait eu sur Dune, alors au début, la Warner nous avait promis Timothée Chalamet, mais ça s'est pas fait parce qu'on était trop juste sur le timing. Hmm. On avait interrogé Kyle MacLachlan, qui avait dit oui au début, puis après qui a dit non finalement. Donc on a eu Isabella de Laurentiis, qui était la productrice de Dune. Donc les acteurs, c'est compliqué à avoir. Ouais. Moi, je mise plus sur un réalisateur
prendre peut-être 1 heure en visio avec un réal qu'1 heure en visio avec un acteur. Mais après, on ne sait jamais, c'est la France. Ils sont Hmm. prêts à accepter beaucoup plus de choses pour la France, un pays de cinéma Ouais. qui est reconnu comme tel. Donc c'est vraiment à voir. Mais après, non, non, c'est d'essayer de les approcher. Euh, on verra si c'est possible. Mais c'est comme ça qu'en fait, on fait la différence avec les concurrents. C'est que c'est des projets qui sont tellement chers. Vous savez, quand vous embauchez 100 personnes, vous faites des contrats pour 100 personnes. Donc, Ouais. donc c'est vrai que bah voilà, peu de gens peuvent y aller. Mais je vois que le chat a des questions Il y a sur des le film. questions. Ouais. Alors, juste avant, je me permets une petite Ouais, parenthèse, vas-y. parce que donc on a une énigme vivante qui s'appelle Lily, qui nous laisse parfois des petits indices sur sa personne. Et aujourd'hui, elle dit qu'il faut respecter les gens, les vieilles personnes, même entre 30 et 40 ans, qui sont importantes aussi. Ouais, donc J'ai voilà, très mal lu cette phrase, mais donc a priori, peut-être que son âge se situerait entre 30 et 40 ans, ce qui nous Ouais. donne un indice supplémentaire Mmh. sur elle. Voilà. C'est ça. Non pas que ça soit primordial d'en savoir plus, mais on s'est pris au jeu depuis la dernière fois et on note les indices. Voilà. Ouais, un petit indice à chaque émission. Voilà. Donc elle a connu Mitterrand. C'est vrai. Elle a connu Club Dorothée. On a Ouais, moi aussi, Bozo hein. qui se languit là de savoir ce que tu penses sur le film. En fait, qui se languit aussi, je pense, de donner son avis sur le film. Ouais, voilà, ouais. Non, il nous l'a dit, il a essayé de regarder, mais il s'est endormi. Ouais, ouais. Mais il avait déjà vu avant. Et Ouais, mais il s'en souvient plus. ouais, peut-être, c'est possible. C'est Bozo. Donc ouais, bah, si vous voulez, on peut parler vite fait du film de Denis Villeneuve. Alors moi, je vais peut-être commencer parce que je suis peut-être le moins apte à juger la qualité du film par rapport au roman, dans le sens où Ah, j'ai pas lu le roman. C'est-à-dire que voilà, du coup, je trouve que le film, en tant que film, il est très bien. En tant que film de SF, je trouve que l'histoire, enfin le déroulé est très bien, la réal, on n'en parle même pas. Mais après, je sais pas ce que ça vaut par rapport au roman. Donc c'est sur ça, je vais plus du coup, me reposer sur toi, Lloyd, et sur toi, The Poulp. Éventuellement Moi, j'ai Ultra. pas Hein. Non, mais justement, j'allais dire, toi aussi Ultra, hein, c'est moche. si tu as lu le roman. Mais voilà. Donc, toi, The Poulp peut-être, pour commencer. Ah, bah, comment commencer avec l'avis pas forcément hyper positif. Moi, je suis d'accord avec toi, c'est un très bon film aussi. Sinon, Villeneuve, c'est justement un des rares. Tu disais en off, Lloyd, que il n'y avait pas grand-chose enfin, il n'y avait pas d'œuvre marquante en SF, en littérature. Enfin, en tout cas, il y en avait très peu qui sortent chaque année. Et je pense que c'est un peu pareil pour le cinéma. Et bah, sauf qu'il y a eu Villeneuve, quoi. Enfin, quand j'ai vu le premier contact, pour moi, Ah, c'est un chef-d'œuvre du cinéma, il est quoi. excellent, Ouais, Premier Contact. extraordinaire. Ouais. Mm. Et du coup, là, on a affaire à un film qui est réussi, hein, qui reprend, je trouve, un peu la tradition d'écriture, ce qui fait la force du cinéma hollywoodien, en fait. Et c'est un peu le problème, en fait. C'est un film hollywoodien et Dune, je trouve pas ça. Ouais, j'ai eu du mal en fait à rentrer dans le film. J'ai trouvé très très distant, très froid par rapport à ces personnages, alors que c'est extrêmement bien joué. Et quelque part aussi, même si le rythme est très très bien dosé, il manque tellement de choses pour installer justement toutes les atmosphères, tout le contexte politique, tout le contexte religieux, tout ça. Et c'est très difficile en fait. Je pense que c'était un pari impossible de ce point de vue-là, d'adapter Dune tel qu'il est, le roman est. Parce que le roman, c'est vrai qu'on en parle très peu là, mais c'est un roman, moi, que j'ai lu un petit peu plus tard que toi, hein. Je l'ai lu, j'avais 14-15 ans. Et j'ai jamais relu depuis, du coup, ça fait des années. Là, je me suis acheté les belles éditions pour les relire, avec les nouvelles traductions. Et c'est un bouquin qui a changé mon regard, en fait, sur plein de choses, en fait. C'est un bouquin qui m'a fait découvrir la politique, l'écologie, des notions de religion, sur le djihad. Enfin, il y a énormément de choses, en fait, sur la mythologie aussi. Et dans ce sens-là, en fait, je trouve que c'est très difficilement représentable tout cet aspect univers, en fait, qui est Dune, en fait. Malgré le film soit plutôt réussi. Mais voilà, du coup, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Alors peut-être qu'il y a aussi le fait que ça fait très longtemps que j'ai pas lu Dune, en fait.
et que je me suis basé un peu sur une mémoire qui était un peu défaillante. Hmm. Alors, moi, si je peux juste répondre à ce que tu disais sur le côté un peu, en gros, du lore, en fait, du lore de l'univers, sur les religions, les ethnies, enfin les races plutôt. Moi, j'ai trouvé ça très clair, en fait. Pour quelqu'un qui n'a pas lu le roman, euh, je trouve que justement, tout le lore est bien amené, et souvent, ça arrive dans des films d'arriver à la fin du film, en fait, d'avoir vu un film et de pas avoir retenu par exemple le nom des races, des personnages, tout ça. Mais en fait, dans Dune, ça m'a pas fait ça. Le film c'est fini, pour moi tout était très clair quoi, de ce qui se passait au niveau de C'est l'Empire, c'est pas un problème voilà. de lisibilité parce que le Hmm. film est très, comme tu dis, très clair, très lisible, mais du coup, c'est plus un problème de profondeur qui est pas jouable au cinéma en fait. Hmm. Et, euh, et encore une fois, hein, ça reste largement au-dessus de toutes les productions qui sont sorties ces dernières années en SF. Ouais, C'est largement dessus, hein, c'est vraiment. ouais, ouais. Mais voilà, après, peut-être que justement, c'est le côté. Euh, Ça aurait été un film, j'aurais jamais lu Dune, je pense que j'aurais trouvé le film enfin, parfait d'une point de vue, il y a pas d'erreur technique, il n'y a rien, quoi. Hmm. Il y a rien qui dépasse, quoi. Mais voilà, il y a quelque chose qui me manque au niveau de l'âme, mais ça, c'est complètement subjectif, quoi. C'est vraiment. Ça repose vraiment rien sur de critiques analytiques. C'est plus un ressenti. Est-ce que toi Ultra, Non, t'as moi, vu le film je l'ai pas vu Ouais, t'as encore, pas donc vu? Ouais. voilà, malheureusement, j'ai pas eu l'occasion. Bah, du coup, Lloyd revient sur toi. Est-ce que toi, voilà, quel est ton avis sur le film que tu as vu, hein, j'imagine s'il te Oui, plaît. oui, oui, je l'ai vu 4 fois. Ah bah. Je l'ai vu 4 fois en salle, je crois, parce que je l'ai souvent présenté. Mhm. J'ai même organisé un festival d'une en On septembre avait un dernier. doute, on savait pas si tu l'avais vu ou pas. On s'était Ouais, dit. Voilà. ouais, il y a des imposteurs de partout, hein. Mais moi, je pense que c'est un grand film de SF. C'est un film qui est ambitieux. C'est une adaptation fidèle à Dune, à l'esprit du roman. Évidemment, il y a une petite frustration parce qu'on a envie de savoir la suite. Et finalement, Ouais, comme ce film est divisé en deux, il faudra voir évidemment la suite pour Pour le juger vraiment vraiment, ouais. juger les deux parties. Après, globalement, pour moi, c'est un film qui est ambitieux de science-fiction. Et en fait, Hollywood, en termes de SF, n'est plus ambitieuse, malheureusement. Ce sont les séries télé l'âge d'or de la SF, elle est plutôt sur les séries TV que dans le cinéma, hein. C'est terminé, hein, l'âge d'or du cinéma ouais. en science-fiction. Donc, moi, je trouve que c'est un film qui est ambitieux. Moi, j'aime beaucoup le travail sonore, la musique. Les acteurs sont convaincants. Après, évidemment, tout n'est pas parfait. Il y a, il aurait fallu peut-être, je sais pas, 30 minutes de plus, mais déjà le film fait 2h45, donc Ouais. c'est compliqué. Il y a des personnages qui sont un peu sacrifiés, évidemment, avec une intrigue qui est très simpliste. Mais parce que le roman est assez simple dans son intrigue, même s'il est complexe dans comment il raconte son intrigue. Et à ce niveau-là, je trouve que Denis Villeneuve s'en est vraiment, vraiment bien tiré et que le succès en France de 3 millions d'entrées n'est pas du tout volé. Après, est-ce son meilleur film? Vraie question. Moi, en effet, Premier Contact, c'est peut-être son plus grand film de SF. C'est vraiment, c'est très très bien, mais Dune quand même, il y a un souffle qu'on retrouve finalement rarement. La dernière fois que j'ai ressenti un souffle comme ça, c'était devant peut-être Mad Max Fury Road, quoi, Mhm. en 2015. Donc voilà, moi je fais partie des gens qui défendent le film. Et puis surtout, on sort d'une décennie Marvel DC. Bon, c'est bien de voir autre chose aussi, quoi. Ça fait Ouais, du bien. ouais, d'accord. Ah, non, pour moi, le film renoue véritablement avec cette tradition des grands films de SF des années 80 ou 90 où on avait vraiment cette culture-là, en fait, au cinéma, quoi. On voyait un spectacle qui était bien écrit, divertissant, et qui n'existe plus depuis longtemps, en fait, tout simplement, quoi. Pour la Oui, oui, SF. oui, 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 bien sûr. Bah, de toute façon, le problème, c'est que depuis la fin du Nouvel Hollywood, donc depuis le début des années 80, puisque ça se termine avec Les Portes du Paradis, le marketing a pris de plus en plus de pouvoir, en fait, dans le cinéma américain. Et d'ailleurs, le dernier Matrix Résurrection, parle de ça. Il y a tout un dialogue hyper intéressant dans ce film
sur les industries culturelles et ce que fait Hollywood des franchises. Donc du coup, c'est vrai qu'un Denis Villeneuve qui, lui, au début, devait faire 2 films tout de suite, la Warner avait tellement peur que le film fasse un échec, comme Blade Runner 2049, qui était prévu sur 3 films à la base, Blade Runner. Du coup, ils ont dit à Denis Villeneuve de faire le premier film et après de tourner la suite en fonction du succès ou pas de ce Dune-là. Hmm. Donc à cette époque-là, je crois qu'il l'avait assez mal vécu hein, de devoir prouver comme ça, revenir après sur le tournage. Parce que souvent, tu tournes les 2 films en même temps, comme pour le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux a été tourné ensemble. Comme ça, en fait, après, tu fais ton montage et autres. Donc, c'est vrai on est face aussi à une incertitude du cinéma. Le film sort en pleine année Covid, donc très compliqué. Enfin, quand même, Tenet a réussi son pari. Hein. Ça veut dire de faire 2 millions d'entrées en France, qui était un exploit, parce qu'il n'y avait plus rien qui passait en salle de cinéma. Donc, Dune est arrivé en plus dans une année un peu maudite, où la fréquentation est moins forte que prévu. Même si le film a fait 400 millions de dollars, je pense que c'est un peu décevant. Hein. La Warner estimait, je pense que la Warner aurait Sur préféré le qu'il fasse milliard. 600 ou 700, mais il est pas calibré pour faire le milliard. Mm. Pour faire le milliard, maintenant, c'est que des franchises comme James Bond, comme Marvel, peut-être DC. Faudra trouver le Batman, je ne sais pas combien il en est, ouais, à combien est le Batman en termes de budget, mais de budget rapporté. Et je pense qu'on doit on doit peut-être se rapprocher peut-être de 300, 400, 500 millions. Mais du coup, c'est vrai que on est un marché, en fait, le cinéma, et on ne s'en rend pas forcément compte, mais en fait, le cinéma s'est effondré Mm. avec le Covid. Ouais, complètement. On le voit avec la non-reprise, Ouais. en salle. À part des gros films comme Dune, Batman, est-ce qu'on a fait au bon Dieu 3 et puis voilà, bah, rien fonctionne. Ouais. Donc Oui, on a changé nos habitudes, bah, c'est l'ère du streaming. Hein. De toute façon, Ouais. ça coûte moins cher d'avoir un abonnement Netflix par mois que de payer une salle de cinéma. Enfin, en tout cas, c'est kiff, quoi. Oui, Le tu prix payes d'une pour place une de cinéma séance. équivaut à ton abonnement Netflix. Quand tu vois ça, bon, tu te dis que finalement, les salles de cinéma, elles n'ont pas compris ce qui se passait, quoi. Elles Ouais. veulent pas Je, comprendre. je suis allé voir avec un pote, on s'est fait un délire un peu régressif en regardant Uncharted, euh, qui est un bon délire. On allait dans une salle en image en 4D, enfin en 4D, enfin bref, c'est du côté de la Juliette, quoi. 20 € la place de cinéma. Waouh! Enfin, Et effectivement, c'est pas la salle la plus chère, je pense. Hein. non, tu as la salle Vous offrez premium ouais. où tu as les limites allongées, mode canapé et compagnie. Et quand je me suis dit ça, en fait, moi, quand j'allais au cinéma quand j'étais gamin, c'était 20 francs. Voilà. Oui, mais bon, quand t'étais gamin, c'était il y a 35 ans. Ouais, Ah, 30 ans, on va en fait, dire. ce qui se passe, c'est que le cinéma, qui est un art populaire, vraiment populaire, hein, enfin, c'est vraiment l'art de la masse, de la foule, voilà, est en train de est en train de redevenir progressivement un art forain, ce qu'il était de base. Ça veut dire que quand vous voyez des séances 4DX, où vous payez ça 20-25 euros, ou vous payez des prix pas possibles pour être dans des espèces de multiplex, parcs d'attractions et compagnie, on se rend compte que le cinéma redevient ce qu'il était. Ça veut dire plutôt quelque chose de forain, d'attractif, mais moins quelque chose en lien avec le public. Et c'est vrai que se posent pas mal de questions sur la consommation des films à venir. Après, on vit évidemment un âge d'or du streaming. Enfin, il faut aussi pas se voiler la face. Pendant 10 ans, enfin, on sort quand même les séries TV en l'espace de 20 ans. Il y a eu un espèce de gap qualitatif hyper important. Et bah, les récits de maintenant, le roman moderne ou le roman feuilleton de l'époque, d'avant, maintenant, c'est les séries. Ouais, complètement, ouais. Donc, enfin, tu regardes Breaking Bad, Game of Thrones, Les Sopranos, The Wire, bah, c'est mieux qu'un film. Hein. Oui, J'ai pas de problème à le dire. Hein. bien C'est sûr, mieux qu'un film, ça, bien c'est sûr. sûr. Donc, après, est-ce que tu vis les mêmes émotions qu'un film? Ça, je suis pas sûr. Parce que c'est qu'au cinéma, tu vis des choses. Tu vis des choses fortes, à plusieurs, collectives, que tu vis pas forcément chez toi, sur ton écran d'ordinateur ou sur ta télé. Mais par contre, tu vis autre chose. Ouais, ouais. Ouais. Bah, sur un format court d'un film qui va durer 1 heure,
1h30, 2 heures, voire 3 heures, allez, c'est compliqué d'amener la même chose qu'une série qui va pouvoir prendre le temps d'étendre sa narration sur une dizaine d'épisodes, quoi. Euh, Oui, bah, forcément, ouais. Ouais, c'est... ouais. Et puis je pense que Game of Thrones a quand même mis à certains. A quand même. Et aller très très loin, tu vois, dans le genre. Ça veut dire que quand tu regardes la dernière saison, les scènes de bataille, euh, c'est mieux, enfin, c'est aussi bien que les scènes de bataille de Gladiator, Hmm, du Seigneur des Anneaux. Enfin, ouais. la scène de siège de Game of Thrones, les deux scènes d'ailleurs de bataille, celle avec Jon Snow dans la saison 5 ou Avec 6, les Ouais. bâtards, avec, la guerre La des bataille des bâtards, avec bâtards, toi. la bataille des bâtards, elle est excellente bah, celle-ci. c'est Braveheart et Gladiator, hein. Enfin, c'est Oui, du Ouais, même c'est ça. niveau, on n'a jamais vu ça dans un film. clairement. Hmm. Et le siège, le siège, donc la guerre entre donc les morts-vivants et puis l'humanité, quoi, globalement, c'est du même niveau que le Seigneur des Anneaux, que le Gouffre Ouais. de Helm. Enfin, Complètement. voilà, voire même Oui, mieux, oui, mieux réalisé on est là-dessus. d'ailleurs. Mieux réalisé, ouais. Ouais, ouais. Le souci qu'il y avait eu quand l'épisode est sorti, c'est qu'il était trop sombre, je me souviens de ça. Et je sais pas Ouais, s'il avait dépendait de ton remasterisé écran, ouais. derrière. Ouais. Je me souviens plus Non, si... en fait, ça a été éclairé à la bougie. C'est d'ailleurs incroyable cette séquence-là. Ils ont filmé ça donc de nuit. Et l'objectif était était d'éclairer ça à la bougie et au feu, enfin aux différents Ouais, feux qui étaient allumés. Voilà. Donc c'est vrai que si tu n'avais pas un bon écran, c'est vrai que tu voyais pas c'était très hyper bien. Et ça sombre, ouais. dépendait aussi du. C'est des séries qui sont faites pour être montrées en 1080p ou en 4K. Oui, Ouais. Donc souvent quand les gens téléchargent ça en ou regardent ça, c'est en 720p. 720p. Hmm, Bon, la qualité, elle est pas incroyable. c'est ça. On a des réactions dans le chat, c'est ça? Qu'est-ce qu'on a? Alors, il y a un truc, ouais, sur lequel Ouais. je voudrais revenir du chat quand même, c'est qu'il y a Bozo qui nous a dit qu'il avait eu la trilogie Dune quand il était en primaire. Mais pourquoi pourquoi offrir à un enfant de primaire la trilogie Dune? Euh, Ça me paraît ouais. je pense que beaucoup d'échecs de la vie de Bozo sont dus au fait que ses parents avaient trop d'attentes, vis-à-vis de lui. Ah, c'est dur. C'est moche. Alors, on a Lily. Non, non, mais oui, non, on est d'accord que Ouais, ouais. c'est quoi? C'est trop compliqué. D'ailleurs, même Lloyd, je ne comprends pas ce qui a motivé un enfant de 12 ans à lire, Dune, du début Bon, à la bah, fin. non, mais en fait, c'est très simple. Mon père était fan de Dune et donc il y avait les collections de Pocket dessinées avec les couvertures dessinées par Wojciech Mac qui étaient à la maison. Et donc, ça entretenait une fascination étant enfant où je regardais beaucoup ces couvertures-là. Je me rappelle, hein, vraiment, enfant, regarder, je trouvais ça bizarre, mais en même temps attrayant. Il y avait un côté un peu. Puis en fait, c'était des vieux bouquins, quoi. Donc, il y avait ce côté très geek, un peu, tu vas dénicher quelque chose. Et puis en plus, comme mon père était fan, bah, je voyais bien que ça et puis Philippe Cadic, c'était un peu les trucs à la maison, un peu culte, un peu génial, mais qui n'étaient pas accessibles en tant qu'enfant. Donc il y a eu une attirance, quoi. Ouais. Et c'est vrai que c'est comme ça. Moi, j'ai vu le film en fait de David Lynch sur Ouais. Arte à l'époque, et ça m'a donné, en fait, j'ai bien aimé le film, et ça m'a donné envie de lire le livre. Hmm. Évidemment, fort différent. Hmm. Oui, c'est pas tout à fait le même. Euh, Non, ouais, alors vu qu'on a parlé un peu des films, là, tu as évoqué celui de David Lynch, qu'est-ce que tu avais pensé, toi, du projet de jeu qu'avait porté Jodorowsky, qui a jamais vu le jour, malheureusement, mais est-ce que c'est un truc qui t'aurait... Est-ce que c'est vraiment malheureux? Enfin oui, si, c'est malheureux, mais est-ce que C'est c'était réalisable, ce qu'il avait À projeté? l'époque, ça avait l'air un peu fou, mais bon. le documentaire Bah, est déjà ouf, par exemple. Oui, Déjà, ouais, il y a un super documentaire sur ça. Mm. le documentaire est assez génial, hein, de Frank Pavich. Bah, nous, on a fait une chronique qui me paraît assez réaliste dans le MOOC Dune et tout sur Dune. C'est Rodolphe Casso qui a écrit une nouvelle chronique qui imagine si le film était sorti et ça aurait été un four. Mm. Et je pense que ça aurait été le cas. Hmm. Je pense que ça aurait été le cas. Je pense que ça aurait été un four parce que finalement, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand Jodo veut faire ce film-là, il y a déjà eu le choc de Milan de l'espace. Donc, il y a en 68, 2000 ans de l'espace sort, et donc ça fait un choc, quoi. En fait, Jodo veut adapter ensuite, veut faire Dune, donc veut faire son 2001 de l'espace à lui.
Et d'ailleurs, en réécrivant l'histoire et en reprenant, enfin voilà, c'est très différent. Le Dune de Jodo, il y a plein de choses qui sont très très différentes du Dune de Herbert. Et donc, ce qui est génial, c'est que Jodo voulait faire un trip métaphysique où il allait pouvoir alerter la jeunesse. Donc, ça n'a rien à voir. Euh, et je pense que le film, s'il avait duré hein, les 7 ou 8 heures qu'il voulait que ça dure, enfin, un truc, la durée, ou 5 ou 6 heures de film, enfin, le truc totalement délirant, je pense que ça n'aurait pas marché, ça n'aurait pas trouvé son public. Mais par contre, ce serait devenu culte. Mais la force de Jodo, c'est comme un membre du Bene Gesserit, c'est-à-dire qu'il t'implante sa légende dans ta tête, et puis tu penses que son film serait le meilleur, en fait, parce que tu te fais ton propre film. Donc à ce niveau-là, il est très fort. Et il y avait une super expo à la bibliothèque du film aussi, sur les dessins Ouais. du film. Là, j'ai eu l'occasion d'aller la voir. C'était monstrueux, quoi. Et Arthur Ouais, bah, qui vient d'arriver. ouais. Salut Arthur. Bonjour, salut Arthur. Salut Arthur. Salut Arthur. J'allais pas être le seul à pas le dire quand même. Même si c'est un peu redondant, il fallait quand même. Voilà. Et du coup, tu avais une réaction qui avait attiré ton regard, Jérém, je crois? Je sais plus. Je vais regarder D'accord. ça. Oui, non, il y avait un petit débat entre guillemets avec entre Bozo et Lily. Il y avait Lily qui expliquait qu'elle aimait plus trop aller au ciné parce que, enfin, qu'elle peut plus y aller en fait parce qu'elle supporte plus les gens et elle sent qu'elle D'accord. elle est aussi insupportable pour les gens quoi. Il y a Bozo qui partage a priori son avis. Mais ouais, non, c'est vrai que moi la dernière fois c'était. Après, moi, du en général, j'ai jamais supporté quand il y avait trop de bruit au cinéma. Mais un truc qui m'a vraiment fait chier, c'était pour le dernier Spider-Man, où t'as... Alors, je vais pas révéler le pourquoi du comment, mais il y a une scène où en gros la moitié de la salle s'est mis à hurler, à crier, à sauter dans tous les sens. Je vais pas spoiler le pourquoi du comment, même s'il y en a beaucoup qui le savent maintenant pourquoi, et bon, voilà. Et ça m'a fait chier parce que, enfin... moi j'aime bien voir les films dans des ambiances un peu tranquilles, posées, et pas forcément un truc un peu excité, quoi. Donc je Moi, je trouve au comprends. contraire que le cinéma, ça peut être aussi une expérience sociale et que tu peux partager des émotions avec les autres gens qui sont Ouais, autour, un peu comme un concert ou un spectacle. ouais, ouais, distribuer des pains, ça fait partie aussi de l'expérience sociale, hein. Non, ça me gêne, par exemple, quelqu'un qui est au téléphone, au cinéma, mais quelqu'un qui, je sais pas, qui réagit, je trouve que ça participe à ce qui fait que à l'intérêt de sortir de chez soi, quoi. Ouais, Après, chacun son Ouais, bah c'est vrai que en fait le problème c'est ce qu'on retrouve dans notre société, c'est qu'il y a un manque de civisme qui est assez global et c'est donc au ça. cinéma entre ceux qui parlent, ceux qui regardent leur portable et puis il y a des gens qui sont très mal élevés. Mm, mm, mm. Avec ma copine, on allait voir Le Parrain à Boulogne, là où j'habite, et c'est vrai qu'on était avec une vingtaine de jeunes, donc ils se sont tous mis sur deux, trois rangées. Et en fait, ils peuvent pas s'empêcher de parler, de commenter, de chambrer. Donc du Oui, coup, non, ça, c'est insupportable, ça, on est d'accord. c'est hyper pénible. Ouais, C'est hyper pénible. En fait, tu te rends compte si tu fais pas la police, donc si tu leur dis pas d'arrêter, donc en plus, tu vois, tu es obligé de faire le flic, c'est ça, c'est très très compliqué. exactement. Et malheureusement, je pense que le vrai problème, c'est les incivilités, mais qui sont un vrai problème de société. Hein. Oui. C'est partout, quoi. Mm, 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 mm. Alors maintenant qu'on a parlé un peu des films, est-ce que tu as déjà joué aux jeux vidéo? Il y avait un STR qui était sorti, il me semble, dans les années 90, si je dis pas de bêtises. Ouais, et pas du Ah, tout, pas du tout, pas du tout. Moi, hmm, je vois très bien évidemment ce que c'est, ouais. comme tu peux t'en douter. Mais moi, j'étais totalement passé à côté du jeu de l'époque, Hmm, parce que c'est un jeu qui est sorti en 90 pour le premier et 91 pour le deuxième. Et moi, la découverte vidéoludique sur Windows 95, donc c'est évidemment après 95, c'est plutôt avec Warcraft. ouais. Donc on est en 96, Warcraft 2. Ouais. Et, Donc c'est à ce moment-là où c'est la bascule geek qui arrive, tu bien vois. sûr. Et StarCraft plus tard, j'imagine. Et évidemment, Hmm, StarCraft 98. ouais. Et du coup, est-ce que tu es hypé par la sortie très prochaine du jeu, le STR Dune qui va sortir là, à la fin du mois? Oui, 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 on m'a gentiment proposé de le tester là. Ah, c'est cool. On m'a envoyé le formulaire de demande pour recevoir le code. Donc oui, oui, j'ai hâte de pouvoir le tester. Et ça fait longtemps que j'ai pas fait un STR.
Quand j'en fais maintenant, c'est un peu les anciens pour me remettre un petit peu, pour refaire du StarCraft et des choses comme ça. Mais oui, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. De toute façon, là, ils veulent vraiment développer la franchise Dune, hein. Ça fait partie de leur objectif et de faire plusieurs jeux vidéo. Et tu avais joué aux jeux de société aussi, du coup? Parce que moi, j'ai fait une seule fois dans ma vie le jeu de société Dune, et c'est une tuerie. Ouais, pareil. À l'époque, il était compliqué à trouver. Ouais, il était dur à trouver, Euh, ouais. J'ai qu'un ils pote l'ont qui ressor- l'avait. ils l'ont ressorti là récemment. Et j'ai pas eu l'occasion d'y jouer en fait depuis la sortie. J'ai même pas fait encore un jeu de rôle Dune, alors que j'ai le guide. Enfin, j'ai fait bosser un peu les copains d'Arcane Asylum tout sur Dune. Mais pareil, j'ai pas encore commencé à jouer à ça. Moi, j'aime beaucoup Dune évidemment, hein. C'est une œuvre qui a beaucoup compté pour moi et qui continuera, je pense, puisqu'on m'en parle toujours, hein. Mais en fait, bon. Heureusement, il n'y a pas que d'une dans la vie, quoi. Donc, Hmm. c'est vrai que je connais un peu l'œuvre maintenant et les coulisses et je peux vraiment en parler, mais je ne suis pas du tout un Dunien comme peut être Anudar ou comme peut être d'autres personnes beaucoup plus fans que moi qui ont lu tout Brian Herbert en plus, qui ont vraiment. Voilà. Moi, je pense que c'est important d'aimer l'œuvre, c'est important de ne pas forcément être fan d'une œuvre, Ouais, ça permet de prendre du recul en fait pour le traiter. bien sûr. Donc tu vas pas forcément tu vas pas être sur les petits détails, mais tu vas avoir une vision plutôt macro et donc du coup ce sera plus simple pour voilà de à proposer des textes vraiment innovants ou avoir un regard différent. Hmm, 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 hmm. Par contre, quand tu te lances, il faut tout connaître, enfin, il faut tout lire, moi j'ai tout lu, il Bien sûr. n'y avait pas grand-chose, mais j'ai lu quasiment tout ce qui était sorti sur Herbert à ce moment-là, ouais. Ça m'amène à deux questions, en fait. La première, c'est effectivement, par rapport aux autres monuments de la SF que sont Asimov ou Philippe K. Dick, effectivement, Frank Herbert, c'est peut-être le moins connu, en fait, entre guillemets, le moins Oui. médiatisé. Et la deuxième chose, c'est un peu justement un peu ce que tu parlais, c'est comment tu as structuré un peu cet ouvrage-là, parce qu'effectivement, comment tu as balayé en fait les différents aspects, parce qu'il est hyper riche, quand moi, j'ai lu quelques pages, mais en fait, c'est un truc où tu vas piocher, en fait, tu vas l'ouvrir, tu vas dire, ah ouais, tiens, j'ai envie de lire ça aujourd'hui, mais comment toi tu l'as structuré, comment vous avez imaginé ça, en fait, pour lui donner une forme, c'est quelque chose puis l'aspect aussi visuel, en fait, comment tout ça, ça s'est organisé, en fait, ouais. Parce que moi, c'est vraiment un truc je me dis, c'est tellement monumental, comme tu disais tout à l'heure, il y a 100 intervenants, du coup, comment tu fais, tu te dis, bah, mon sommaire, ça va être ça, en fait, quoi, en gros. Hmm. Alors, moi, ce qui s'est passé, c'est que au début, j'avais vraiment mes idées de partie. Moi, je voulais à chaque fois qu'il y ait qu'il y ait 5 doubles pages. Donc, j'avais fait appel à Fred Vigneault, le dessinateur de Torgal, pour faire 5 doubles pages des 5 grands moments de Dune. Et donc, je me suis basé sur ça au début. Donc, je me suis Mhm. dit, je veux 5 parties. Et puis après, c'est comme vous allez enfin, en fait, vous resserrez. C'est-à-dire qu'en gros, vous commencez le plus largement possible. Donc, on va parler de la vie de Frank Herbert, puis après de l'univers, puis des personnages, puis des adaptations, puis après, réflexion sur l'ensemble d'une œuvre. Donc, moi, l'idée était de faire quelque chose de plus on avance, plus c'est précis. Plus, moi, c'était vraiment ça que je voulais. Je voulais créer évidemment, je voulais qu'il y ait de la démesure parce que c'est une œuvre démesurée. Donc, je voulais qu'on ait un peu ce côté ultra geek en ouvrant le bouquin. Ça veut dire que c'est en petit caractère, vous avez à peu près son texte. Bon, bah, c'est parti. Et puis, il y avait cette idée de piocher. C'est-à-dire qu'on est dans une époque maintenant où les gens n'ont pas forcément le temps de se coltiner tout un essai. Par contre, ils vont piocher des articles ou des choses qui leur plaisent. Ils vont regarder les images, ils vont leur mettre sur la table de nuit et reprendre quand ils ont envie. Et du coup, je pense que le format MOOC correspond totalement au format de maintenant, qui est on a moins le temps en fait de se plonger dans un bouquin de 300 pages, mais par contre, on peut grignoter dessus sans problème et y revenir quand on a envie. Donc ça faisait vraiment partie de ma stratégie. Et puis bah, après, évidemment, l'angle a été de se concentrer que sur le 1, principalement, et un peu sur le Messie de Dune. Ok. Mais ça s'est vraiment fait au fur et à mesure, hein. C'est vrai que j'avais un chemin de fer vraiment qui était assez classique. Finalement, j'ai repris la structure des hors-séries sur lesquelles je travaillais pour Le Point. C'est le même type de sommaire, on va dire. Sauf qu'après, je suis allé plus loin, voilà, dans le truc. J'ai eu une envie d'aller plus loin encore d'avoir des angles vraiment très différents en termes d'articles. Ok. Alors, t'as une question de Intéressant. Lily
de dans le chat qui te demande quelle est la ligne à ne pas franchir pour rester dans l'hommage et pas basculer dans le plagiat. Alors, Mais je comprends pas trop la question. Ouais, moi non plus. en fait, Mais je moi, pense que j'ai pas de, comment on appelle ça? Euh, le plagiat, ça veut dire que je repomperai des articles déjà existants ou alors des extraits de l'œuvre. Le MOOC Dune et Tout sur Dune, c'est plutôt en fait un ouvrage collectif de gens qui vont analyser Dune et tout ce qui a gravité autour de Dune. Donc du coup, c'est plutôt un bouquin intellectuel où les gens voilà, se retrouvent pour parler d'un livre qu'ils aiment beaucoup. Et l'idée, en effet, pour pas être trop dans l'hommage, même si ça l'est, c'est toujours d'avoir une distance journalistique ou avoir une distance de spécialiste. Ok. Bon ben voilà, Lily, j'espère que ça répond à ta question. Alors, attends, je regardais au niveau des questions pour voir parce que tu as répondu à plein de choses, donc on va pas Si vous te avez des faire. questions, c'est le moment, parce qu'on va C'est pas vrai. tarder à attendre à arriver à la fin C'est vrai de cette émission. qu'on Donc, s'approche de la fin là. La construction de l'équipe, on a déjà parlé. Les intervenants, pareil. En On fait, arrive à la fin. ouais, on a vraiment vu tout. Hein. C'était super complet dans tes réponses. Donc c'est. Après, Hmm. si vous voulez, pour en revenir, ça veut dire que dans l'équipe, ça je peux dire un petit mot, c'est qu'en gros, il faut pas oublier que c'était un crowdfunding à l'époque. Donc, enfin, comment financer ça? C'était avant tout par crowdfunding. Donc, il a fallu choisir une équipe avec des gens qui avaient une communauté, avec des gens qui incarnaient des choses. Donc, ça a vraiment été théorisé pour ma part. Ça veut dire que je voulais vraiment avoir une équipe éclectique qui pouvait toucher les différentes générations, mais aussi qui avait une communauté. ok, pardon. Excuse-moi, j'étais sur la question de Bodo, Non, moi, qui dit une connerie, mais bon. Heureusement que moi j'écoutais religieusement. parce j'écoutais que aussi, sinon, j'attendais la j'écoutais réaction aussi. J'attendais la réaction de Jérém, puisque c'est lui qui mène un peu cette. Non, Euh, j'écoutais aussi, mais justement, j'allais rebondir avec la question de Bozo, qui porte plus une remarque qu'une question, en fait. Qui dit comment les épices, ça permet de voyager dans l'espace. Voilà, c'est... Du coup, alors ça tombe bien. Et on répond d'ailleurs à la question, je crois, d'après mes souvenirs, je vais regarder dans dans la le sommaire. partie, dans la partie univers. Non, le sommaire, je l'ai évidemment un petit peu en tête et on parle de l'épice. Euh, et du coup, eh ben, il faudra lire, oui, on en parle. En effet, l'épice des molécules entre fantasme et réalité. C'est Fabrice Chemla qui analyse. On a deux articles d'ailleurs hein, sur l'épice et le chaume. Mais j'invite la personne qui a posé la question à se procurer tout sur Dune. Et voilà, Ah, Bozo, voilà. c'est la réponse que tu auras. 70. On a Arthur qui s'adresse à toi, qui va nous quitter, a priori, et qui te demande si tu es intéressé pour être un MJ-JDR ou en écrivain. Alors, un écrivain, en tout cas pour un écrivain, bah écoute, non, parce que moi, si tu veux, je commence à m'intéresser au jeu de rôle, mais pour être tout à fait honnête avec toi, je n'ai fait qu'une partie de jeu de rôle complète dans ma vie. C'était une partie de Donjons et Dragons. J'avais à D'accord. l'époque 10 ans, et Ah oui. depuis, je n'ai jamais refait de jeu de rôle. Ouais. J'ai participé à des let's play sur YouTube, mais ça durait 3 heures, quoi. Mais je n'ai jamais refait de jeu de rôle depuis, et là, j'aimerais bien. Donc, je commence à regarder un petit peu autour de moi et pourquoi pas rejoindre une équipe et me lancer dans le jeu de rôle en tant que simple joueur pour l'instant, parce que en tant que JDR, ça prendrait pas mal de temps. Bonne soirée, Arthur. Hein. Bisous à toi. Hein. Ouais, bonne soirée, Arthur. Et, Ok. ok, donc ben, là on arrive sur la dernière partie de cette émission en fait, sur en fait tes futurs projets. Et il y a un projet que t'as pas évoqué et je pense que tu l'as fait exprès. Alors là on t'a perdu, mais je pense tu nous entends encore. Mais on ne voit plus à l'image. Alors, attends. Vous m'entendez ou pas? On Ouais. t'entend, mais on ne te Ouais. voit plus. Alors, attendez. Pour comment ça se fait? Vidéo. Normalement, T'es en train de revenir, je pense là.
Voilà, c'est ta webcam qui s'est Bon, du éteinte. coup, on a tous un petit peu déménagé au niveau de... Non, c'est bon, ça s'est rétabli. Ça, Ah bah ça va. ça a bougé quand la webcam a disparu, mais voilà, ça s'est rétabli. Donc oui, voilà, comme je disais, tu as... Je pense que tu as volontairement esquivé voilà, d'évoquer un futur projet sur lequel tu es actuellement, qui est Vertigéo. Et je vais diffuser quelques images et je te laisse pendant ce temps Alors présenter toi, un t'es peu ce que le genre c'est. de personne qui, quand tu penses qu'une personne a volontairement évité de parler de quelque chose, tu vas en parler à sa place, c'est ça? Oui, D'accord. parce que comme tu ne le sais pas, a priori, c'est Lloyd qui m'a envoyé par mail les images de Ah, ça d'accord. pour évoquer le sujet justement. Donc sinon je ne me Donc tout va permettrai bien. pas, je suis pas un connard. Ça aurait été Et pas mal, sinon. oui, pas de problème pour parler de Vertigéo. Alors en fait, moi, un des vieux rêves que je voulais, c'était un jour de faire de la bande dessinée, Hmm. être scénariste de BD. Et du coup, je lis beaucoup de nouvelles, des choses comme ça, avec c'est toujours cette idée d'adapter. Parce que je pense que l'adaptation, Alors, Non, je te coupe Lloyd, 2 secondes. T'as un problème avec ton micro, on t'entend presque plus. est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Reparle encore un peu pour voir. Est-ce que comme ça, c'est mieux? Est-ce que vous m'entendez? C'est pas aussi bien que tout à l'heure, mais c'est déjà mieux. C'est Alors, attends, je vais peut-être remettre ça sinon. Et on va, hop là. oui, ça c'est m'a bon. l'air Ah, là, c'est un peu mieux peut-être, ouais. ça m'a l'air mieux, ouais. Ouais, C'est on mieux. est bon. Ok, parce que j'ai la batterie de mes écouteurs sont en train de s'amenuiser. Ah Ah, mince. Bon, c'est bien qu'on arrive à la fin Et, alors. et ouais, c'est tout à fait. Donc du coup, ce que je disais, c'est que ça faisait un vieux projet de faire de la BD, de scénariser une bande dessinée. J'ai découvert une nouvelle dans un recueil publié à la Volte qui s'appelle Demain le travail. Mhm, Ah, Euh, excellent. une nouvelle qui s'appelle Vertigéo, que j'ai vraiment adoré. Et donc, j'ai sympathisé avec un dessinateur qui s'appelle Amaury Bonnegain, qui a écrit 2 albums, 2 romans graphiques chez Casterman. mhm. Il a fait Iron Mud et Le Rite. Et donc, du coup, on s'est mis ensemble, on s'est mis d'accord et nous souhaitons adapter. Voilà, le Poulpe montre ça. On souhaite adapter donc cette nouvelle Vertigéo. Donc, on a commencé à présenter des premières planches. On est en train de monter le dossier pour le présenter à des éditeurs. Évidemment, l'idée de présenter les planches en avant, c'est de la com, hein, c'est pour donner envie. Et on a pas mal d'éditeurs qui sont très intéressés. Ce sera un roman graphique de 120 pages ça a l'air et magnifique. qui serait C'est Euh, clair, hein. du post-apo. ouais. C'est un petit peu déprimant, je vous le cache pas, mais on avait J'adore moi envie ça. de faire un vrai récit de SF sombre, un peu radical. Mhm. Et voilà, Wow. je vais vous avouer que j'attends, j'espère vous annoncer des bonnes nouvelles Ouais, bientôt, et d'annoncer un éditeur, mais je ne suis pas inquiet pour ça. La vraie question, ça va être surtout d'arriver à négocier un bon tarif pour le dessinateur. bien sûr. Ah, les planches, elles sont folles, hein. Bah, d'ailleurs, c'est comme ça que toi et moi, on est rentré en contact, en fait, hein. T'avais partagé les planches Ouais, sur Twitter, j'ai adoré. Enfin, voilà, je t'ai dit en commentaire, et c'est de là qu'on a commencé à discuter et que je t'ai invité dans l'émission. tout à fait. Et ouais, le mouvement qu'il y a là dans la planche, là, que tout le monde voit, là, sur la déflagration de l'explosion, enfin, c'est... Moi, je trouve que le dessin, il est fou, quoi. Comme dirait Lily, Mm. c'est vertigineux. Ouais, voilà, c'est Ouais. ça. Ouais, Ouais. et bon, je vais vous avouer que c'est un vrai, enfin, là, c'est un vrai challenge, là, pareil, dans ce cas-là. Moi, je sais faire des MOOC et des podcasts, je ne sais pas faire des BD. Mhm. Du coup, c'est un vrai challenge avec Amaury, mais ce qui est bien, c'est qu'on s'entend très bien, on parle beaucoup entre nous, notamment de qu'est-ce qu'on veut pas, d'un point de vue visuel, et l'idée, ça va être de vraiment proposer un shot de SF de 120 pages. Donc voilà, c'est un petit projet qui est en train de monter, mais, euh, mais je pense que ça plaira aux gens. Et là, on va garder le noir et blanc. C'était une vraie question, hein. Mhm. On s'est posé la question de la couleur, parce que la couleur, ça fait plus vendre, hein, tout simplement. Et en fait, son noir et blanc est tellement beau que Mm. moi, je me dis, bah, c'est pas grave, autant on en vendra peut-être moins, mais au moins, il y aura un côté où si ça fonctionne et si ça plaît aux gens, ils s'en souviendront. Bien sûr. Mhm. Ouais. Ça a l'air très Donc, très beau. Ouais. donc voilà. Donc là, vous voyez les 2 premières planches.
Et après, vous voyez deux refs de storyboard. Donc ça, c'est une des planches, la deuxième planche. Mhm. Et donc après, on a deux planches de storyboard où on en a un petit peu plus. Là, voilà, typiquement, c'est du storyboard, ça. Ouais. Et le dessin est très, très beau. Je l'ai partagé d'ailleurs, là. Ouais. La case de la Ouais, King j'ai vu aussi. Tsunami. Je l'ai vu passer aussi. Bon, en tout cas, c'est un projet là, qui fait saliver, on va dire. Donc, on espère pour toi qu'il se réalisera comme tu l'entends. Et voilà, qu'on aura l'occasion du coup, Bah de mettre les mains ouais, dessus. et bah, j'aurai surtout l'occasion peut-être de venir vous revoir et de vous Avec présenter ça. plaisir. Mais avant, il y aura Blade Avec Runner plaisir. quand même, plaisir. hein. Donc, Ah ouais, Ouais. Blade Runner arrivera avant Vertigéo, je Ah pense. ouais? Ah, d'accord. Ouais, non, Blade Runner, j'aimerais bien le MOOC Blade Runner si ça se fait en novembre 2023. D'accord. Ok. Vertigéo, si ça se fait, je pense, si on signe à la rentrée, je pense que c'est un projet qui arrivera en 2024. Ok, d'accord. Ok. Ok, bon, bah, ça fait des Ouais, infos exclusives en plus, j'ai l'impression, quoi. voilà. Donc, c'est Et j'ai cool. l'impression que ça va remplir pas mal de cadeaux de Noël pour nous, autour de nous. C'est C'est ça. ça. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Bah, après, pour le prochain MOOC, vous savez, j'ai eu une énorme chance d'avoir le film, hein, qui est sorti. On avait qu'une super sortie, ça a marché. Donc, on avait toutes les étoiles qui étaient alignées pour arriver à ce chiffre Ouais. totalement délirant qui est de 22 000 exemplaires pour un essai. Moi, j'espère que pour le prochain, pour Blade Runner ou d'autres, hein, j'ai envie d'en faire un sur Lovecraft, sur Star Trek, sur pourquoi pas Jules Verne. Mhm. Si j'arrive à atteindre les 10 000 exemplaires, c'est très bien. Ouais. Moi, c'est l'objectif que je me fixe, hein, c'est d'arriver à atteindre 10 000 ex. Voilà, l'idée, c'est de faire des bouquins références, donc qui restent un petit peu après dans les bibliothèques ou même qui après sont des classiques. Donc l'idée, voilà, c'est de pouvoir faire ce genre de projet-là. Mm. Ouais, ça existe beaucoup, ce genre d'essai pour, je pense, effectivement, plus aussi sur des cinéastes, comme par exemple dans le cinéma fantastique. Moi, je sais qu'il y a des très beaux essais sur Carpenter, Ouais, tout à fait. enfin, qui sont monstrueux. Et effectivement, on est vraiment, entre guillemets, dans ce type d'objet-là, en fait, où quelqu'un de passionné, ou en tout cas qui aime un auteur, un réalisateur, ou une œuvre, il est prêt à mettre 50 balles dedans. Enfin, moi, tout sur Dune, j'aurais mis 40 € voire 50 sans problème, vu la beauté de l'ouvrage. Après, effectivement, au bout d'un moment, ça freine un petit peu parce que du coup, tu dis, j'achète ça, mais j'achète pas autre chose. Mais c'est quelque chose qui fait vraiment envie dans une bibliothèque quand on aime une œuvre. Donc, Alors, c'est vrai que en fait, moi, l'idée quand même l'idée, c'est pas qu'on l'a vendu pas très cher au début, c'était d'avoir un vrai succès populaire. Donc, c'était d'aller chercher un maximum de personnes. Maintenant qu'on l'a fait avec Dune, et que bon, c'est des projets hein, qui coûtent très cher, comme je vous l'ai dit, l'idée est d'arriver sur un prix moyen de entre 28 à 32 euros, voilà, que ce soit un peu onéreux, mais quand même Mm. accessible, et puis proposer avec le crowdfunding, pour ceux qui le veulent, des versions plus collector, des versions voilà, à peut-être 45 euros, des trucs beaucoup plus qui n'existent qu'à travers le crowdfunding mhm, qui permet, tu vois, à des fans de pouvoir avoir ça. Moi, on réfléchit là avec vraiment un créateur de belles BD qui fait des BD de luxe. Pourquoi pas sur le prochain MOOC proposer peut-être 10 ou 15, 10 ou 15 albums, entre guillemets, enfin, beaux livres à 300 euros, mais des trucs délirants en termes de fabrication, en termes de... Voilà. Moi, je réfléchis à proposer des choses comme ça, en effet, pour ceux qui voudraient, parce qu'on a toujours hein, des gens qui sont prêts à mettre, on est comme vous le dites très bien, hein, des collectionneurs, il y en a. Mm. Et puis là, dans le prochain, je pense qu'il y aura beaucoup de dessinateurs de BD, des gros noms, donc il y aura sûrement des ex-libris aussi en plus à proposer, juste pour ce crowdfunding-là. Donc il y a une vraie réflexion à avoir, et c'est ce que je suis en train de réfléchir à ça, hein, c'est de proposer des choses qui donnent envie aux gens de contribuer un peu plus. Ouais. Donc voilà, ça fait partie évidemment de l'idée. Après, c'est à discuter avec les illustrateurs en question pour que ce soit viable pour eux, évidemment. Bah écoute, pour finir cette émission, je vais laisser The Poulpe à la limite poser la question, ta question. Voilà, je te souviens laquelle c'est ou tu veux que. Ouais, je vois la Ouais, dernière. Ouais, allez, je effectivement, te la c'est laisse. c'est une question qui, je trouve, qui est hyper pertinente et du coup, tu y as répondu d'assez multiples façons pendant Ouais. tout l'interview.
Euh, Effectivement, dans une période assez extraordinaire la culture de l'imaginaire, enfin de l'imaginaire au sens large. Et j'aurais bien aimé que tu nous fasses partager véritablement ce regard-là que tu as sur l'imaginaire, à la fois en tant que journaliste, à la fois en tant que créateur de MOOC, à la fois en tant que simple spectateur, lecteur, quoi. Alors, Et ouais, vas-y. c'est super vaste, hein, en même temps comme question, mais je trouve qu'il y a vraiment une tendance de fond, en fait, qui agite effectivement des décalages aussi entre ce que tu l'as dit, hein, entre la littérature et qui reste encore considéré, disons franchement, comme de la merde par la plupart des gens. Et véritablement le grand spectacle avec la fantasy. Là, je sais que je sors d'un essai sur Arthur, un mythe contemporain de William Blanc, que je te conseille d'ailleurs au passage, et qui a changé beaucoup mon regard en fait sur la façon dont, à travers les journées arthuriennes, en fait, tout ça c'est éminemment politique en fait. Donc du coup, bon, ça m'a fait repenser aussi à des tables rondes que j'avais vues aux Utopiales. Effectivement, euh, ça a une importance, notamment la SF et notamment Dune, hein. En revoyant le film, du coup, il y a certaines thématiques qui me semblent très actuelles. Bah, qu'est-ce que ça apporte comme regard sur la société, en fait? Et du coup, qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à ce que peut apporter la SF, à la fois au niveau des jeunes générations que les nôtres, en fait? Ben, c'est vrai que, merci pour ta question qui est pertinente. C'est vrai que on vit un âge d'or, hein, de Mm. l'imaginaire. C'est un âge d'or qui a commencé, on va dire, à la fin des années 90, au début des années 2000, notamment avec la saga Harry Potter, avec aussi les sorties du Seigneur des Anneaux. Bien avant, évidemment, hein, il y avait déjà des grands succès littéraires, notamment autour de la science-fiction, notamment autour de la fantasy. Les classiques, hein, Asimov, Herbert, Barjavel, et puis évidemment Tolkien. C'était des livres qui vendaient beaucoup. Ce qui se passe, c'est qu'on arrive dans un moment de transition. Ça veut dire qu'on est dans la culture de l'image, et c'est la vidéo et l'image qui prend le dessus, en fait. Et c'est vrai que les cultures de l'imaginaire, elles n'ont jamais été aussi omniprésentes, notamment grâce aux plateformes, notamment depuis le début des années 2000 avec l'explosion de la fantasy, que ce soit dans les ventes littéraires ou que ce soit dans les succès et les blockbusters. Et ce qui se passe, c'est que bah, on voit que l'imaginaire est de plus en plus présent, et puis ça touche une génération de jeunes. L'imaginaire, c'est dans les mangas, c'est dans les jeux vidéo, c'est dans les séries TV. Donc tout ça fait qu'on n'a jamais eu autant de gens réceptifs à ces cultures-là. Ce qui est en train de se passer, c'est que quand même, on voit que d'un point de vue littérature, ça recule. On lit moins qu'avant, même si on lit peut-être plus qu'avant grâce aux réseaux sociaux, mais on lit quand même moins de livres qu'avant. Donc on se rend compte, et en termes de chiffres de vente, moi je l'ai dans les chiffres souvent, que c'est compliqué d'avoir des succès en édition, que c'est compliqué d'arriver à sortir du trou de souris qui sont le fandom et les aficionados, et que finalement, à part le young adult et quelques auteurs de science-fiction, de fantasy, c'est très compliqué d'aller sur un livre grand format, d'aller chercher tes 10 000 exemplaires de grand format. Mm. Donc du coup, on est aussi face à on est face aussi à cette problématique qui est que on a une culture de l'imaginaire qui est de plus en plus présente, mais qui a du mal à être présente dans le débat public, et être aussi enfin, finalement, quand on regarde bien, qu'est-ce qui est prescripteur? Bon, la radio publique, YouTube, et puis évidemment la télévision, et on n'a pas beaucoup de grands spécialistes de ces questions-là sur ces champs-là. Souvent, c'est des questions de méconnaissance. On connaît assez peu. On connaît assez peu, puis les gens lisent peu. Donc finalement, les gens voient des séries, voient des films, mais ou des BD, ils lisent des BD, mais ils lisent assez peu des classiques. Donc on voit qu'il y a une espèce de gap qui est en train de se créer entre peut-être le fandom, où il y a des gens extrêmement cultivés qui ont tout lu, entre la nouvelle génération qui va pas forcément lire des classiques. D'ailleurs, on voit qu'il y a une espèce de détestation des classiques. C'est assez rigolo, alors que moi je pense que les classiques c'est important et cimentent quelque chose. Donc on vit un âge d'or de l'imaginaire, ça c'est évident, qui va évoluer. Et ce qui, moi, me fait poser des questions, c'est comment arriver, en France en tout cas, arriver à faire partager cet imaginaire-là. Déjà, on a du mal à le vendre à l'étranger. Si on ne fait pas de l'animation, entre guillemets, c'est compliqué d'arriver à exister. Les BD ne sont pas forcément traduites, ne sont pas forcément achetées. On souffre malheureusement de ça. Les Américains, les Anglais, les Coréens, on va dire les Israéliens et puis les Suédois ou les Scandinaves, ils ont réussi grâce à leur modèle
de production à avoir des succès internationaux. La France est très concentrée sur son marché. C'est compliqué d'aller chercher un public américain ou anglo-saxon. Donc il y a déjà une vraie problématique qui est la reconnaissance des talents français à l'international. Et puis évidemment, autre problématique qui est en train d'évoluer, la reconnaissance du genre chez nous. On est un des pays qui avons créé la science-fiction, en tout cas en France. Hein. Le père fondateur, c'est Jules Verne avec H.G. Wells, entre guillemets, les grands-pères de la SF, ce sont eux. Et c'est vrai qu'on a du mal, on n'a pas de musée de la SF en France. Pourtant, on est un énorme créateur de genre, même ce qui s'est passé en BD avec Nathalie Roland, c'était énormément SF. Donc il y a aussi tout un travail à faire, on va dire, à aller normaliser ces cultures-là, à les mettre en avant. Et du coup, l'idée du podcast, moi, ce qui est bien, c'est l'idée d'être prescripteur. Ça veut dire que quand je fais un podcast, il y a des gens qui vont acheter le livre ou les BD ou aller voir les films parce que ça leur a donné envie. Et je pense qu'il y a un véritable enjeu, c'est d'arriver à être prescripteur sur ces littératures-là et donner envie aux gens de pouvoir les découvrir. Le MOOC Dune a fonctionné parce que les gens qui ont acheté, il y avait aussi des gens qui avaient lu Dune à 15 ans, qui étaient maintenant beaucoup plus âgés. Et donc, du coup, ça leur faisait plaisir de retrouver un peu la Madeleine de Proust. Donc, il faut aussi jongler avec ces questions-là. Mais moi, je suis plutôt positif sur ce qui est en train de se passer. La rentrée va être dingo, le spin-off de Game of Thrones, l'arrivée de la série du Seigneur des Anneaux, ça va être génial pour les amateurs de fantasy. Les fans de SF, on a pu se régaler avec Dune et aussi Fondation. Là récemment, il y a Séverance sur Apple TV. Enfin bref, il y a beaucoup de choses. Donc on a de la chance d'avoir pouvoir vraiment être nourri en termes de production d'imaginaire. Après, le défi, c'est qu'il y a une surproduction globale qui est générale à tous les niveaux, que ce soit en livre, en BD, mais aussi dans les surproductions de séries TV et de cinéma. Et donc, c'est d'arriver à faire la part des choses et d'arriver à voir les bonnes choses. Et c'est là où le podcast et où mon rôle de spécialiste est important, parce qu'on peut souvent faire économiser des choses à des gens. Mm. Ouais, sachant que En- on est dans l'ère de l'attention et effectivement, il y a tellement de choses que c'est difficile de choisir en fait, simplement qu'est-ce qu'on va regarder, qu'est-ce qu'on va jouer. On se pose tout le temps ces questions-là dans les métadaros, Oui. dire, on va dire on a 45 jeux à faire et finalement on joue à un seul, ou comme Ultra Chili où on joue à 25 et on les finit jamais. Mais, Voilà. mais du coup, voilà, c'est pareil, choisir un roman, effectivement, je vois qu'en moyenne, là, depuis quelques années, je regarde, j'en lis une vingtaine par an. Et j'en lisais beaucoup plus avant. J'ai eu une période où j'en lisais beaucoup moins. Mais du coup, je me dis, en fait, j'ai un temps extrêmement labellisé sur la lecture. C'est-à-dire, c'est le soir avant de me coucher. Et je lis assez rarement entre, parce qu'en entre, je vais regarder un film, une série, jouer à la console. Et effectivement, du coup, je sais que voilà, au sein, même en étant au sein du propre podcast, les collègues ils ont été prescripteurs sur des séries, sur des choses. Là, je sais que dès que j'ai mis la main sur format All Mankind, je sais que je vais me régaler parce que ça fait tellement longtemps que. Et il y a ce côté-là, effectivement, qu'on essaie aussi de transmettre à notre toute petite échelle, mais effectivement, je trouve ça hyper important en fait. Parce que ce qui nous passionne, on le rend passionnant. Donc, Ouais, Ouais, alors, c'est ça. En fait, tu as dit un truc très important, c'est que sur le temps de l'attention, c'est-à-dire il y avait cette phrase de Patrick Lelay qui était terrible, qui était le temps de cerveau disponible, en parlant de TF1. Oui. Et en fait, on est face à à une vraie problématique qui est que on vit un âge d'or culturel. On n'a jamais eu autant de choses. On n'a jamais eu autant accès à une culture de masse globale. Et en effet, le combat, c'est sur l'attention. Comment garder l'attention? Et c'est vrai que la force des prescripteurs, c'est justement de dire aux gens bah, vers quoi aller. Voilà, vers quoi aller. Parce que je pense quand tu arrives dans une librairie, il y a une telle masse de choses, c'est hyper difficile de se situer. Ouais. Qu'est-ce qu'on a envie de lire? Encore, alors, si on a un libraire qui connaît, c'est magnifique parce que les libraires, c'est des passeurs exceptionnels. Mais si tu n'as pas de libraire qui connaît le genre et autres, c'est hyper compliqué, tu vois. Donc, se pose vraiment aussi cette question de, bah, on a moins de temps, donc on ne peut pas en perdre. Donc, si on achète ou si on prend du temps à lire quelque chose, il faut vraiment que ce soit intéressant. il faut- Et ça, ça me paraît vraiment, vraiment important. Et le bouche-oreille, Ah, on t'entend plus. on t'entend plus. Je pense On que tu n'as plus de batterie. on n'entend plus, ouais. Ouais.
C'est pas grave, hein, c'est des choses qui arrivent. Si t'as un haut-parleur ou quelque chose, ou un micro sur ton ordi, ouais, n'hésite pas. Là, on t'entend pas. Hein. Hmm. T'as pas un casque par hasard? Ouais, tu vas voir ça. Ça arrive. Mais, ouais. C'est juste quand Lily elle parlait de bouche à oreille, voilà, du coup. Oui, voilà, je pense qu'il est en train de rebondir sur ce que Lily disait. Ah ben voilà, un petit casque. Alors, On t'entend pas. Après, je crois que ton non. casque, t'as les écouteurs, mais t'as pas le micro, j'ai l'impression, non? Peut-être, si, mais peut-être qu'il faut changer la source dans Discord. Ah ouais, t'as peut-être la source à changer, effectivement, sur Discord. Ouais. Normalement, dans Discord, Ou alors, soit sur Discord, soit directement sur le système d'exploitation, passer le nouveau casque Ouais. en prioritaire. Qui est difficile à expliquer de manière en langage des signes. Du coup, Alors, mais je crois que c'est au niveau Discord, normalement, t'as le petit signe du micro, t'as une petite flèche dessus, et en cliquant, tu peux choisir la source. Tu peux choisir l'entrée. alors non. On ne t'entend toujours pas. Alors, je pense que là, il s'est déconnecté pour revenir. Alors, verdict. Quelle serait une. Roulement de Quelle tambour. serait une. Ah, On on t'entend, t'entend. je crois. Je crois qu'on Ah, t'entend. Super. Ben voilà. Que Nickel, serait désolé une- pour l'interruption. Y'a pas de soucis. Qu'est-ce- Ça arrive. C'est pas nous qui allons te blâmer, quoi. Mais en fait, s'il n'y a pas de problème dans une émission des méta d'avant, c'est que c'est pas une bonne émission. C'est en notre fait. signature, c'est notre signature, Signature les move, soucis ouais. techniques. C'est une signature move. Vite fait, ça m'a inspiré une petite inquiétude quand même de plusieurs informations qu'on a données ce soir et qui se sont mélangées dans mon cerveau pendant cette pause. C'est si on va plus au cinéma et On arrête de que lire. et qu'on n'a pas de temps pour pouvoir prendre le temps de découvrir les choses, est-ce qu'on risque pas de se retrouver avec énormément de choses très formatées très, très vite, très, très bientôt là, qui vont essayer d'attirer notre attention, de manière permanente sur les plateformes pour pas qu'on zappe vers un autre show, vers une autre émission, vers une autre plateforme d'ailleurs, parce qu'on a aussi la concurrence entre les plateformes et parce qu'on avait cette captivité du cinéma qui faisait qu'on pouvait avoir un film qui pouvait prendre son temps et finir, de manière magnifique et on le regardait jusqu'à la fin parce qu'on était dans la salle. Aujourd'hui, ça n'existe plus a priori ça, donc est-ce que c'est pas un risque pour l'avenir proche, de la création? Bah, le risque, il est déjà là. Enfin, je pense que tu l'as bien cerné. C'est-à-dire qu'on est face aussi à des produits culturels qui sont extrêmement marketés pour justement plaire au plus grand nombre et sans se poser vraiment de questions. Et on le voit, et ça, c'est global. De toute façon, ça, c'est assez global. Après, heureusement, il y a toujours des pépites et la jeune création qui permet de sortir de ça. Non, le vrai enjeu, moi, je pense, ça va être d'apprendre à se discipliner. Quand on commence un livre, essayer d'aller au bout. Oula. Quand on commence, voilà, ça va être des choses comme ça. De moins consommer, mais de mieux consommer. Et ce qu'on a vécu, hein, de toute façon, enfin, un truc qu'on a vécu, mais pas dans le monde de la culture. C'était différemment. Bien sûr. Donc, Oui, finalement. donc en fait, après, le vrai problème pour moi, c'est que finalement, on vit quand même une crise de la créativité quand même. On vit un âge d'or du contenu, mais on vit une crise de la créativité. Ouais. Et ça, c'est le revers de la médaille. Ça veut dire qu'à force de faire des œuvres trop uniformisées pour répondre à un certain public, on est rarement surpris. Donc des fois, heureusement, ça arrive et tout, mais c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident, et puis il faut aussi aiguiser son œil, tu vois, en tant que consommateur de la culture. Bien sûr. Et du coup, aussi savoir pourquoi on y va, qu'est-ce qu'on va chercher. Donc voilà, ouais. Ok, voilà, c'était juste une petite inquiétude que je partageais avec vous avant de vous quitter. Ouais, je pense que Est-ce qu'on a une dernière question ou pas? Est-ce qu'on a... Non, rien d'autre. Dans le chat, si vous avez une dernière question, c'est le moment. C'est maintenant ou jamais. Voilà. Alors, après, sinon, il y a un commentaire de Lily qui, je trouve, pourrait conclure parfaitement l'émission.
Ah, j'ai l'impression que des gens déménagent au-dessus de chez moi. Qui était en tout cas avec le quart de la moitié des choses que tu entreprends. Je ne veux pas être vulgaire, mais pardon, je me chierai dessus. Merci pour ta sérénité et ton partage. Alors, je vais citer la phrase de Dune. C'est voilà, c'est qui est devenue ma phrase évidemment fétiche. Je ne connaîtrai pas la peur car la peur tue l'esprit. Ah oui, Et c'est vrai que la peur tue l'esprit, c'est un beau, c'est une super, un super encouragement. c'est ça. Je pense qu'on a peur de faire des choses. Souvent, c'est pas par hasard qu'on a peur de faire, c'est que c'est le moment de libérer notre propre potentiel et inconsciemment, il y a notre petite voix qui va nous dire mais non, le fais pas. Et c'est souvent le moment où il faut se lancer, quoi. Ouais, il faut pas l'écouter. Ouais, c'est ça. Bah écoute, Lloyd, en tout cas, merci d'avoir été Merci présent. beaucoup. Et ben merci à vous, hein. Ouais. Pour ceux qui sont là dans le chat, ceux qui verront cette émission en replay sur YouTube, ben, merci à vous. Si vous écoutez pas C'est plus que de la SF, ben, allez-y. Voilà, ça c'est pareil. Comme For All Mankind, c'est un podcast que j'ai déjà recommandé plusieurs fois. Donc ben voilà, je le redis. Écoutez, c'est plus que de la SF. Il me semble qu'il est hébergé sur Ocha, mais qu'on peut l'écouter sur plusieurs plateformes, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Ouais. Donc il y a le site internet déjà où aussi, c'est chacun vrai. peut retrouver les podcasts. Et sinon, il est sur Deezer, Apple Podcast, Spotify, PodCloud. Ouais, Peut-être. PodCloud, Ouais. Google Podcast. Bref, vous pouvez Ouais, normalement surtout, le trouver partout. Ouais. Vous pouvez le trouver partout. Ouais. Ben, écoutez, merci à tous et à toutes. Et on vous dit à mardi prochain pour une actu des métadaron normale, en théorie. Et le mardi d'après, ce sera le podcast du mois. Donc sur un sujet qui va pour bondir peut-être sur l'actualité française, mais on n'en dit pas plus pour l'instant. Peut-être de loin un petit peu. Oui, de loin, de loin. En tout cas, encore merci à toi, Lloyd. Et, Ouais, Merci à vous, hein. Ouais, Ouais. c'était super. et bonne soirée à tout le monde. Et Allez, puis à très vite, hein. ouais, avec plaisir. Le rendez-vous est pris. Bye bye, hein. Allez, bye bye.